les aspects de l'entreprise. Et puis nous avons ici une double particularité, c'est que cette école nantaise elle est implantée à Paris, dans cette tour Montparnasse, et qu'ici à Paris notamment, elle s'occupe de sport, puisque depuis cette année, nous avons localisé dans ce nouveau campus une formation qui existe depuis plus de 20 ans déjà, une formation en management des organisations du sport. Alors on est très heureux qu'autour de ce programme, qui a déjà plus de 350 diplômés, je crois, qui se répartissent, c'est mieux, oh peut-être mieux, qui se répartissent dans de très différents secteurs d'activité. Ce programme, il accueille des étudiants, et je crois qu'un certain nombre sont là ce soir, des étudiants qui ont un background très divers, soit sportif, soit managérial, soit d'entrepreneurs, et tous viennent ici chercher un nouveau départ, une spécialisation dans le domaine du sport, dans la très grande diversité, et on va le voir ce soir, des métiers, des fonctions du sport. Ils sont dans tous les types de structures, dans tous les types de structures publiques ou privées, des clubs, des associations, mais tous ont une passion commune et une profession commune qui est d'être au service du sport. Au service du sport, nous le sommes, nous, à notre façon, à Audencia, et Randstad, notre partenaire ce soir, sur cette opération, mais de multiples autres façons, l'est également. Et puis, avec Abdelaïssou, je sais que nous partageons une certaine passion du sport, et au-delà du sport même, une passion des valeurs du sport, et nous pensons aussi que dans le management de nos organisations réciproques et dans les valeurs que nous devons transmettre dans ce management-là, eh bien, le sport est une source d'inspiration permanente. C'est sans doute la raison pour laquelle à Audencia, dans le programme Grande École, qui est le programme principal à Nantes, eh bien, le sport est obligatoire depuis de très longues dates, car nous pensons qu'il fait partie à part entière de la formation de l'honnête manager responsable d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'à l'école, nous avons des professeurs de sport permanents, nous avons une équipe de partenaires sportifs. Bref, le sport habite, irrigue cette institution. Et c'est pour nous donc tout à la fois naturel d'accueillir les éminents participants à la table ronde qui vous seront présentés dans un instant, et puis de nous associer à Randstad et plus particulièrement à Abdelaïssou ce soir. Soyez donc les bienvenus dans ce campus. On va passer une excellente soirée tous ensemble en compagnie de nos invités. Et sans allonger mon propos exagérément, je cède très vite ce micro à Abdel. Merci de votre attention. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs, alors pour ne pas allonger, mais quand même quelques propos. Tout d'abord, remercier Audencia qui nous accueille ce soir. Et c'est bien démontré que vous pouvez être aussi bien FC Nantes que PSG. Et au-delà, donc, grande école de commerce, grand savoir-faire. Nous sommes tout aussi heureux d'être partenaires, parce que vous le savez sans doute, nous sommes un géant mondial des ressources humaines. Et ce type de partenariat est évidemment essentiel. Vous me permettrez de saluer mes équipes autour de Nicolas Lepère, qui est de l'Institut des métiers et des compétences. Nous, chez Randstad, quand on dit qu'on est pour l'alternance, on crée un CFA. Et on donne leur chance à tous les talents, à tous les profils, et on démontre qu'avec de la volonté, on y arrive. Et honnêtement, nos taux de réussite sont... On n'a pas à en rougir, on en est même très fiers, parce que c'est un véritable outil d'égalité des chances. Merci aussi la com, Sophie Durand, toutes les personnes qui sont derrière, qui font que on est bien installé, que ça débute à l'heure. Remercier M. Biderman, parce qu'à travers lui, ne pas se mettre à dos l'équipe, pour son animation. Nos participants, vous me permettrez de distinguer Raymond Domenech, puisque le sélectionneur national est aussi un ami. Et je sais que tu fais toujours la grimace quand je le dis, mais la partie de Raymond Domenech que moi je connais, c'est l'homme qui va sur le terrain, qui va discuter avec des jeunes des quartiers, qui prend tout seul son billet et qui fait en sorte qu'avec l'association qu'on a créée, Raymond Domenech, Marc Lavoine et moi-même, le collectif contre les discriminations, nous faisons vivre dans les quartiers l'égalité des chances. Parce que il y a aussi dans les territoires de la République des gens qui aimeraient bien qu'on répare l'ascenseur social. Et Raymond, Marc et quelques autres font partie de ceux qui font que cet ascenseur marche pour quelques-uns. Précisément, les opérations qu'on a créées avec Raymond, ça s'appelle un but pour l'emploi. Monsieur Bayan, qui était à l'époque trésorier de la Fédération française de foot, s'en rappelle sans doute. C'est un programme dans lequel on s'appuie soit sur le talent des jeunes femmes, je dis bien des jeunes femmes, et des jeunes hommes
pour le football et de transformer ça en employabilité. Raymond était encore hier à l'école de police de Reims, où à nouveau un programme dans lequel on permet à des jeunes femmes et des jeunes hommes vivant dans les quartiers qui auraient envie de rejoindre le ministère de l'Intérieur de s'appuyer sur une compétence sport. Et précisément, le sport auquel nous sommes attachés avec Raymond et quelques autres, même si on voit bien les torrents d'argent qui sont déversés, c'est aussi plus quotidiennement, je salue aussi M. Clément, l'ancien manager de l'AS Beauvais. Bonsoir M. Clément, grand footballeur aussi. Le sport auquel nous sommes attachés, c'est aussi celui des bénévoles, c'est aussi celui de ces jeunes qui pratiquent, et aussi ce dont nous allons parler ce soir, l'ensemble des métiers du sport. Il y a une économie du sport qui va des personnes qui managent un stade, les différents coordinateurs. Donc on voit bien que le sport, à la fois dans sa dimension spectacle, dans sa dimension managériale, est un outil puissant, est un outil créateur d'emplois, autant au niveau des clubs que des collectivités locales ou d'autres structures. Et donc c'est pour ça qu'il était tout à fait naturel qu'avec Audencia, avec qui nous avons choisi de développer ce type de partenariat, ce type de filière, que nous lancions ici à Paris, peut-être demain à Nantes ou à Lyon ou ailleurs, ce type de cycle pour développer quelque chose qui demeure malgré tout extrêmement attractif. Merci de votre patience et bon débat à toutes. Bonsoir à tous et je voulais vous remercier de votre présence autour de cette table ronde, même si effectivement elle n'est pas véritablement ronde dans sa forme. Nous sommes réunis ce soir autour d'un partenariat engagé entre le groupe Randstad France au travers de son CFA, l'IMC, l'Institut des métiers et des compétences, et l'école de commerce Audencia qui nous accueille ce soir. Donc merci à elle de nous recevoir. À travers les différents témoignages et expériences des intervenants ici présents, nous souhaitons ouvrir le débat sur les trajectoires professionnelles que le milieu du sport peut offrir. Donc, je voulais maintenant vous présenter les intervenants qui ce soir vont débattre avec nous, avec vous, sur cette thématique. Béatrice Barbus, bonsoir. Qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Paris-Est Créteil, qui est ancienne présidente de l'US Ivry, donc club de handball qui a été 8 fois champion de France, si mes chiffres sont exacts, et qui aujourd'hui est membre du conseil d'administration de la Fédération française de handball. À ma droite, Patricia Mailleux, directrice du développement pédagogique de l'IMC et également vice-présidente de l'Université d'Amiens. Bonsoir. Raymond Domenech, dois-je le présenter, ancien sélectionneur de l'équipe de France, notamment finaliste de la Coupe du Monde 2006, et qui aujourd'hui est consultant pour Europe 1 et pour ma chaîne sport, je crois. Absolument. Vincent Chaudel, directeur de communication de Kurt Salmon et vice-président du think tank Sport et Citoyenneté. Bonsoir. Bonsoir. Maël Briand. Bonsoir Maël. Vous êtes consultant RH pour Expectra. Expectra, cabinet de recrutement en haute compétence en CDI, en CDD, et également en intérim. Et je crois qu'Expectra est une filiale du groupe Randstad France. Exactement. Bonsoir. Et enfin, Sébastien Morera. Sébastien Morera, vous êtes arbitre de football Ligue 1, Ligue 2, et vous êtes membre de la Ligue de Franche-Comté. Voilà, bonsoir. Également interviendront au cours de ce débat 2 étudiants, l'un de l'IMC, qui est Kevin Muledi. Bonsoir Kevin. Et Adrien Maschio Esposito, qui est un étudiant d'Audencia. Dans la 2e et 3e partie du débat, vous serez appelé à nous raconter votre expérience et pourquoi vous avez choisi ce type d'études et ces 2 écoles. Donc je vous propose tout de suite, avant de commencer sur le premier débat, de ne pas oublier de couper vos portables. L'ingénieur du son me l'a demandé, donc j'ai coupé le mien. Merci pour ceux qui ne l'auraient pas fait de le faire afin que la captation soit sans problème. Alors ce débat, on va l'articuler autour de 3 axes, de 3 questions. La première, quels sont les débouchés dans les métiers du sport ?
Ensuite, dans un deuxième temps, nous aborderons une question qui, je pense, va vous tous vous intéresser, vous passionner, c'est la question des rémunérations, de la variété des métiers, et puis aussi de l'égalité homme-femme pour l'accès justement à ce type de profession. Et enfin, dans un troisième temps, le dernier axe de réflexion nous amènera à essayer de se poser la question comment sécuriser son parcours, quelle formation idéale, comment réussir à s'implanter, à s'impliquer dans les métiers du sport. Donc, je vais vous proposer d'entamer cette première partie avec quelques chiffres clés. Alors, je suis allé travailler avec mes amis d'Audencia et de Randstad auprès du ministère des Sports pour essayer d'avoir quelques données chiffrées. Alors, c'est une étude qui date de 2009, qui s'appelle « Le poids économique du sport en France ». Alors, 2009, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'étude plus récente effectuée par le ministère des Sports. Donc, cette étude fait foi encore aujourd'hui. La dépense sportive dans notre pays s'élève à 34,9 milliards d'euros. Ça montre le poids, effectivement, du sport, des métiers du sport et des capacités et des débouchés qui peuvent exister dans ce type de profession. Il faut savoir que sur ces 34,9 milliards d'euros, les ménages représentent un peu moins de la moitié de ces dépenses, ce qui veut dire qu'en France, contrairement à l'ensemble des autres pays européens, la part des dépenses provenant des pouvoirs publics, qu'ils soient d'État, des régions ou des collectivités locales, est donc bien plus important que dans l'ensemble des autres pays de la communauté européenne. Et enfin, dernière statistique tirée de cette étude, plus de 220 000 emplois sont des emplois directement liés au monde du sport, donc que ce soit dans le secteur public ou privé. Donc voilà les éléments qui vont nous permettre d'aborder la première question. Et cette première question, je voudrais l'adresser à Béatrice. Est-ce que, Béatrice, vous pensez que les métiers du sport, depuis 20 ans, ont évolué? Et si oui, comment vous pourriez, je dirais, quantifier et nous donner des détails sur cette évolution? C'est bon là? Ouais, c'est parfait. Alors, il y a deux aspects, quantitatif et qualitatif. Sur le plan quantitatif, vous venez de donner quelques chiffres concernant le nombre d'emplois dans le secteur sportif, je dirais de manière plus générale dans la filière sportive. Il est aujourd'hui très compliqué, vous venez de le dire, il n'y a pas d'autres chiffres que ceux de 2009 pour les derniers concernant le ministère des Sports. Il est en effet très difficile aujourd'hui de dire avec précision ce que représentent, en tout cas quantitativement, les emplois dans la filière sportive. Les enquêtes sont très très peu nombreuses et je crois qu'il y a l'Europe Vocasport qui a fait une enquête, c'était au début des années 2000. Ensuite, il y a la Commission paritaire nationale d'emploi et formation dans le sport avec Uniformation, les AGFOS PME qui avait fait une enquête en 2006 et une deuxième en 2010. C'est à peu près tout sur les enquêtes sur lesquelles on peut... La difficulté ici, c'est d'abord de délimiter ce que l'on entend par sport. Au sens, il n'y a pas d'indicateurs statistiques qui ont été prévus par l'INSEE, etc., pour mesurer précisément l'emploi sportif. Donc, ce sont des choses qui aujourd'hui sont en train d'être construites. Tout simplement parce que le secteur sportif se construit et se développe surtout depuis une vingtaine d'années. Ce dont on est sûr, parce qu'on a quand même quelques tendances sur le plan quantitatif, c'est que dans les années 80 et surtout dans les années 90, le nombre d'emplois créés dans la filière sportive s'est accru de manière constante, avec une année record, a priori, je dis bien a priori puisqu'on n'a pas de chiffres très récents, qui est 2009. Voilà. Donc, création d'emplois continue depuis une vingtaine d'années. Ça, c'est une certitude. Sur le plan qualitatif, là aussi, c'est très compliqué de donner des éléments avec précision, puisque les métiers se construisent année après année. Ils se créent, se développent. Si je peux donner quelques derniers métiers qui sont aujourd'hui en voie d'émergence, les community managers, donc ceux qui gèrent les réseaux sociaux, les managers d'image aussi, de marques, des joueurs, des clubs, etc. Tout ça sont des stadium managers, on en a parlé tout à l'heure dans votre introduction. Donc il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, qui se créent et qui répondent aux besoins tout simplement du secteur sportif. Ouais. Donc les compétences... Ça, c'est certain. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin, on a déjà besoin aujourd'hui de compétences dans le milieu sportif et on en aura encore plus besoin demain. Ça, c'est une certitude.
Alors Raymond, vous qui avez un spectre, je dirais assez large sur le suivi du monde du sport en tant que professionnel, puisque vous avez fait votre vie en travaillant dans le secteur du sport, où sont pour vous les gisements d'emploi? Quelle image avez-vous du marché du travail dans le monde du sport? Alors je vais être très, très spécifique, parce que celui qui me concerne, c'est quand même le foot, mais comme il a toujours été, et il est toujours un exemple et suivi par les autres, petit à petit, on s'aperçoit que ce qui arrive dans le foot, que ce soit sportif ou économique, se développe petit à petit. C'est le rugby qui attaque, le basket, tous les autres sports. La professionnalisation du foot sur les 20 dernières années est en train de s'installer aussi dans la plupart des autres sports. Donc c'est un bon exemple. Le développement, pendant 20 ans, je l'ai vécu de manière très active, parce que j'étais entraîneur à une époque où un entraîneur faisait tout déjà. Il y a ce domaine technique. On était préparateur athlétique, on était entraîneur des gardiens de but, on lavait les maillots, on rangeait tout le matériel, on nettoyait le vestiaire même des fois. Ça existe encore dans les petits clubs de DH, mais au niveau professionnel, ça n'était pas. Maintenant, pour tous ces postes-là, il y a quelqu'un. Donc la multiplication du poste, c'est l'entraîneur adjoint, le préparateur athlétique, derrière l'entraîneur des gardiens de but. Et vous avez, ça c'est l'aspect technique direct, et après derrière, on a tout ce qui est technique, on a la vidéo, on a le recrutement, l'observation des matchs. C'est des postes qui sont devenus presque obligatoires dans les clubs maintenant. On ne peut plus se passer de vidéo, on ne peut plus se passer d'observateurs pour aller voir les autres matchs, soit pour soi-même, soit pour le recrutement. Donc sur un poste d'il y a 20 ans, on en a au moins 8 ou 9 simplement sur l'aspect technique direct du match, de ce qui concerne l'aspect terrain. Ouais. Mais alors, sans compter tout ce qui est à côté dans les structures des clubs. Ce qui est valable dans le foot, on peut imaginer sur le plan financier qu'on peut suivre ce développement et la création de ces nouveaux métiers. Est-ce que dans le monde du handball, ce type d'évolution a du sens ou pas ? Il a du sens, bien évidemment, qu'on sait que c'est vers là qu'on doit aller aussi. Raymond Domenech parlait des staffs autour des entraîneurs. On vit la même chose dans tous les sports qui se professionnalisent. On voit qu'on a besoin d'une analyse vidéo ou plusieurs analyses vidéo. On voit qu'on a bien besoin aussi d'observateurs, de recruteurs. Donc les staffs se densifient incontestablement. Maintenant, on a une contrainte qui est différente de celle du foot. Effectivement, c'est la contrainte financière, et que pour cela, il faut développer une économie. Et c'est là où le bas blesse aujourd'hui en France, non pas seulement pour des raisons liées à la conjoncture économique, parce qu'il n'y a aucune raison que le sport soit moins touché ou pas touché du tout par cette crise que nous sommes en train de vivre, mais tout simplement parce que vous parliez d'économie, 35 milliards, qui donnait le chiffre, 35 milliards, c'est le chiffre d'affaires effectivement du sport en France. Sur ces 35 milliards, il faut savoir qu'il n'y en a que 5 milliards qui proviennent du sport professionnel, que seulement 5 milliards. Donc le sport professionnel ne peut pas être considéré, et tous les économistes vous le diront, ne peut pas être considéré aujourd'hui, en tout cas, je dis bien aujourd'hui, comme un secteur économique viable et à part entière. 5 milliards, c'est rien, c'est pas grand-chose. Bon. En revanche, il est en train effectivement de le devenir. Donc oui, c'est des choses que tous les sports rencontrent au fur et à mesure qu'ils viennent à la professionnalisation. Le rugby en est passé par là, le basket, maintenant le handball, et même les sports individuels. Quand vous parlez avec des entraîneurs d'athlétisme ou de tennis, prenons les joueurs de tennis, ils ont organisé aussi autour d'eux un staff. Absolument. Donc voilà, des exemples de nouvelles compétences qui éclosent maintenant. Alors comme on parle nouvelles compétences, comme on parle professionnalisation, Vincent, vous avez aujourd'hui une fonction, on va dire, de consultant dans le monde du sport. Est-ce que ce métier, il y a 20 ans, existait ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, je dirais, d'une génération qui bénéficie de la création de nouvelles demandes, d'un nouvel emploi ? Comme évoqué par Raymond et par Béatrice, le secteur a évolué rapidement. Effectivement, en 20 ans, on est passé d'un secteur qui était purement sportif et technique à une évolution déjà sportive et économique. Malheureusement, on manque d'indicateurs parce que la nature ayant horreur du vide, les autres filières se sont organisées. C'est-à-dire qu'il y a la filière du textile. Si on veut connaître la partie liée au sport, il faut la retraiter. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup
un manque d'indicateurs. Toujours est-il que aujourd'hui, l'explosion de l'économie du secteur, on peut la dater autour des années 90, notamment avec l'arrêt Bosman, qui est, à mon sens, le Big Bang du secteur. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une dimension artisanale, un peu comme, imaginez, voyager dans le temps et regarder la Formule 1 des années 70 ou des années 80 encore. On pouvait imaginer des petites écuries développer leur propre modèle et être compétitives. Et aujourd'hui, on sait très bien que ce sont des mastodontes, des industries, c'est du Mercedes, c'est du Ferrari. C'est pas possible sinon d'être performant. Et ben, aujourd'hui, c'est à peu près pareil à peu près dans tous les sports, sans grande armada technique, donc sans moyens économiques, il est quasiment impossible, quel que soit le sport, de performer. Donc ça veut dire qu'il a fallu se développer des métiers par rapport à ça, des métiers techniques, mais aussi des métiers pour développer les recettes. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est un milieu qui est en pleine transformation, avec de nouveaux métiers qui apparaissent. La question, et je pense qu'on l'abordera tout à l'heure, c'est est-ce qu'il faut être un expert du sport pour travailler dans le sport, ou être un expert technique aimant le sport pour le développer l'économie du sport. Ouais. Alors justement, pour parler compétences, puisque on est en train de se poser la question de savoir s'il faut être un ancien sportif ou faire du sport pour être compétent et se lancer dans ce type de profession. Est-ce qu'avec l'évolution justement vers la professionnalisation du sport, Patricia Mayeux, avez-vous fait évoluer les contenus pédagogiques de l'IMC et également de l'université d'Amiens, si éventuellement vous aviez des étudiants qui étaient intéressés par ce type de profession pour correspondre aux nouvelles attentes du secteur? Donc moi, mon rôle est principalement de construire des parcours en ingénierie de formation, c'est-à-dire qu'à partir de questions que je peux me poser, comme par exemple identifier un public en termes de niveau, de prérequis, de motivation aussi, parce que la motivation est très importante dans le sport, et éventuellement du type de formation qu'on me demande de créer, soit une formation initiale, soit une formation par alternance. Donc je cherche le pour qui, le pourquoi, et ensuite après, c'est comme un puzzle, j'assemble des prestations en fonction de la stratégie pédagogique que je préfère adopter selon les besoins. C'est-à-dire que je vais combiner des modalités fonction du cahier des charges, fonction des situations d'apprentissage. Je vais positionner des modules, je vais évaluer des connaissances, je vais créer un dispositif pour des apprenants, des formateurs, et dans le cadre d'une amélioration continue, je vais faire un bilan. Voilà. D'accord. Un vrai puzzle, comme si je créais une voiture ou éventuellement comme si j'avais un panier à constituer. Alors, vous créez un puzzle pour faire en sorte que l'étudiant que vous allez former sorte avec le maximum de compétences et de capacités pour trouver un travail, et intervient à ce moment-là le recruteur. Donc Maël, je rappelle à l'auditoire, vous êtes recruteur pour Expectra. Comment en fait recrute-t-on, sur quelle base doit-on recruter un bon manager des métiers du sport? Alors je vais revenir, excusez-moi, très rapidement. J'ai la chance et l'opportunité, moi, de travailler avec différentes structures, différents organismes dans le domaine du sport, aussi bien des clubs professionnels que dans le domaine des médias liés au sport ou autres organisation. Moi, je vais intervenir plus sur ce qu'on appelle les fonctions support, où là, il y a une recherche d'excellence, une recherche d'excellence de la part de toutes ces organisations, des personnes ayant de préférence un passé, ou tout du moins une forte culture sportive, de manière à comprendre le contexte, l'environnement, le vocabulaire, les intervenants avec lesquels ils peuvent être effectivement en contact. Et c'est vrai qu'on va retrouver, en termes de volonté, des valeurs qui sont propres aussi au domaine sportif. On parle beaucoup d'esprit d'équipe. C'est quelque chose qui se retrouve en entreprise, qu'on va beaucoup chercher. Également, il faut savoir, pour la petite histoire, que certains clubs sportifs français, ce sont de vrais PME de plus de 500 personnes aujourd'hui. Donc avec des besoins en termes de métier qu'on va retrouver dans l'ensemble des entreprises aussi. Et donc, une volonté vraiment de professionnalisation et de technicité sur ces différentes fonctions clés. Ouais. Un exemple, je reviens d'un reportage pour l'équipe magazine à Arsenal. Et Arsenal, aujourd'hui, c'est 550 employés pour montrer effectivement la puissance de ces PME. Tout à fait. Et pour ajouter, c'est vrai que comme mes homologues ont pu l'évoquer, vous avez des métiers qui sont propres
dans ces structures qui sont propres à l'activité, au monde du football. Mais vous allez avoir des métiers, encore une fois, transverses. C'est-à-dire que moi je vais intervenir pour ma part, notamment sur les fonctions financières. Un bon directeur financier peut avoir un parcours complètement autre que le domaine sportif, mais intégrer ce type de structure de par ses compétences, mais aussi, je dirais, ses motivations personnelles, ses appétences et peut-être son historique. Ouais. Sébastien Morera, vous êtes donc arbitre professionnel. Vous êtes en parallèle, vous travaillez à la Poste. Donc il va falloir vous aménager, en fait, je pense à 50-50 votre temps de travail et le temps passé à vous entraîner tout simplement pour être donc un arbitre de haut niveau. En quoi, pour vous, il est intéressant pour une entreprise de miser sur un ancien sportif? En quoi les valeurs que peut apporter cet ancien sportif va faire que l'entreprise va le choisir lui plutôt qu'un autre candidat? Je vais parler en tout cas de ma fonction qui est celle d'arbitre. C'est prendre des décisions très rapidement, c'est faire preuve d'équité. Il y a l'esprit aussi compétiteur. En fait, les arbitres, nous sommes comme les clubs. Nous avons des classements avec des promotions, des rétrogradations. Je pense que ça peut être important dans le monde d'entreprise. Je le vis à la Poste, d'apporter ces compétences du monde du sport au sein de l'entreprise. Je gère, moi, 2 assistants tous les week-ends. Il y a une notion de management également, de fédérer, diriger, de les impliquer. Et ça, lorsqu'on arrive dans l'entreprise, on le reconnaît très rapidement. Vincent Chaudel, qui aujourd'hui recrute les managers de sport? Les managers de sport. En fait, je pense que le premier sujet, c'est de définir qu'est-ce qu'un manager de sport. Oui. Est-ce que c'est un manager qui a un vécu sportif, et auquel cas tout le monde en recrute, ou est-ce que ce sont des entreprises dans le domaine du sport qui cherchent des managers? Alors ce que disait Raymond Domenech tout à l'heure, c'est que, et à mon avis, c'est quelque chose qui est assez limpide pour tout le monde, parce qu'on se rend bien compte que le métier d'entraîneur a changé, et qu'aujourd'hui, entre se gérer soi-même, ce qui était le cas de l'entraîneur des années 80, et gérer un staff, et on l'a, je pense, vraiment compris en France avec l'arrivée d'Ancelotti, parce qu'on a compris que un staff avait explosé, mais l'arrivée du Qatar, des Qataris au PSG a permis de matérialiser beaucoup de changements, d'abord sportifs, mais on se rend compte que ça ne change pas qu'au niveau du sportif, parce que l'effectif Paris Saint-Germain, je ne parle pas du sportif, je parle des fonctions support, a sensiblement évolué également. Mais pourquoi ? Parce que le club va, d'un point de vue marketing, évoluer grandement. On a parlé du deal avec l'Office du tourisme, ça c'est une chose, mais le deal avec Nike ou avec Fly Emirates a été multiplié par 5. Ce n'est pas pour faire plaisir au Qatar. En revanche, quand on passe de 5 à 25 millions d'euros d'investissement, le sponsor a tendance à dire « mais moi j'en veux pour 25 millions en retour ». Donc il va falloir décliner des stratégies marketing, des stratégies de vente, de valorisation et autres. Et ça, ça demande des compétences. Et il va falloir gérer les marques, gérer les équipes. Et donc effectivement, on va avoir besoin de managers qui connaissent le sport dans ce cas-là. Mais ce sont avant tout des managers. Alors, lors de notre réunion préparatoire, vous évoquiez l'effet ciseau. Je crois que dans le domaine du recrutement, c'est quelque chose qui mérite effectivement d'être explicité. Un effet ciseau, on a un sujet qui est un peu particulier, c'est-à-dire que, je dirais probablement à cause de l'équipe de France de foot en 98 et de ses résultats, en France, en tout cas, on a compris que le sport, le football en particulier, pouvait représenter bien plus qu'un match de 90 minutes avec 11 personnes 11 contre 11 qui se battent, enfin au départ, avant l'intervention des arbitres, se battent pour un ballon, et que ça pouvait générer une euphorie populaire, des moments de partage, un impact économique, puisqu'on a eu à la fin quand même pas loin d'1 point de PIB en plus. Et on s'est dit, oui, ça peut être quelque chose d'important et de nouveau par rapport à ça. Et c'est devenu quelque chose de tendance de vouloir travailler dans le domaine du sport. Je ne développe pas la dimension génération Y qui est très à la recherche
de sens et de choses qui la passionnent, qui fait que l'intérêt autour du sport et des métiers du sport a explosé. Je ne sais plus, le directeur tout à l'heure d'Audencia disait que le programme MOS, ça fait 20 ans. Moi, quand j'ai fait mon 3e cycle, il y avait essentiellement 3 écoles, dont le MOS, qui étaient sur le sujet. Aujourd'hui, il y en a, à mon avis, plus d'une trentaine. Donc ça a vraiment significativement explosé. Ce qui veut dire que chaque année, il y a des offreurs de talents, d'emplois qui arrivent sur le marché. En revanche, dans l'autre sens, on est sur un marché qui est atypique parce que dans le domaine de la passion, il y a un turnover ou un renouvellement des postes qui est peut-être moins important que dans d'autres domaines. Je vais vous donner un exemple concret et pour citer personne, mais si vous prenez une fédération qui est plutôt dans un ballon ovale, quand elle déménage du centre de Paris pour aller en périphérie un peu au vert, là où elle a son centre d'entraînement, elle ne perd pas beaucoup de collaborateurs. Parce que ces collaborateurs sont tellement fiers et heureux de travailler dans cet univers qu'ils sont prêts à rester. Si c'était notre entreprise, peut-être même l'équipe ou d'autres, on va dire, si c'était notre cabinet, on aurait probablement, en faisant le même changement, perdu plus de monde. Donc on a en même temps plus de personnes qui veulent rentrer dedans et des personnes qui, par rapport à d'autres secteurs, ont beaucoup moins envie d'en partir. C'est ça l'effet ciseau. Alors en revanche, la bonne nouvelle, c'est que comme ça se professionnalise, ça se développe d'un point de vue économique, il faut de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et il y a de la création de postes par rapport à ça. Ça sera dicté par la compétence. Bon, c'est bien. J'ai enfin compris ce qu'était l'effet ciseau. Merci de cette explication. J'aimerais parler un petit peu des infrastructures. Je vais vous poser la question, Raymond, parce que j'ai regardé où vous aviez entraîné, où vous aviez joué. Donc, vous êtes allé en Alsace, à Mulhouse et à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut monter à la capitale pour trouver véritablement les meilleurs postes dans les métiers du sport? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que nous sommes un État jacobin et l'ensemble des institutions, l'ensemble des fédérations, à quelques exceptions près, la fédération de surf par exemple, elle est au bord de la mer, l'ensemble des autres fédérations sont sur Paris ou région parisienne. Les médias sont pour la grande majorité sur Paris ou la région parisienne. Donc vous qui avez réussi votre carrière professionnelle en grande partie en province, est-ce que vous êtes un contre-exemple? Ouais, le problème, c'est qu'on discute toujours, c'est des choses qui sont complètement différentes. Quand on parle de postes de manager, quand on parle de postes, je dirais, techniques hors football, c'est complètement différent. Pour réussir, pour être entraîneur, il n'y a pas besoin de venir à Paris. Ouais. Il n'y a qu'une seule place d'ailleurs. Pour être entraîneur, c'est compliqué. Il y a beaucoup plus de places en province qu'à Paris. Si on veut venir dans les grandes institutions, c'est évident que tout se passe à Paris, toutes les fédérations sont installées à Paris. Donc c'est deux registres différents, mais ce sont des métiers qui sont complètement différents. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il est impossible de vouloir travailler à la fédération si on veut rester à Nice ou à Bordeaux. Ouais. Ça paraît évident. Ouais. Mais on peut être entraîneur à Nice et à Bordeaux. Ouais. Mais en même temps, en tant que citoyen, lorsque vous habitiez à Bordeaux ou à Strasbourg, est-ce que l'accès au sport, c'est-à-dire les clubs de loisirs, les clubs de sport, les associations diverses et variées, qui sont de véritables bassins d'emploi, de véritables gisements d'emploi, est-ce qu'il y a moyen, paradoxalement peut-être plus en province qu'à Paris, de trouver un métier, parce qu'on sait à Paris que le prix du mètre carré fait que faire construire un gymnase ou ouvrir un club med gym, ça coûte très cher. Alors peut-être en province, y a-t-il justement des perspectives d'emploi peut-être un peu moins fastueuses, parce que ce n'est pas travailler pour la Fédération française de football, mais il y a peut-être des vrais gisements d'emploi sur les régions. Là, vous me parlez d'économie du sport, et je pense qu'il y a des spécialistes. Moi, je suis un technicien du sport et pas un économiste, mais c'est exactement la même question. Mais c'est la même question que pour tous les gens qui travaillent dans des boîtes. Je veux dire, il vaut mieux travailler en province, gagner un petit peu moins, perdre moins de temps dans les embouteillages et payer moins cher son loyer que de travailler sur Paris dans des conditions qui sont souvent catastrophiques. On vit bien en province, et j'ai fait le tour, je vous assure. Pour moi, il y a ceux qui sont obligés de venir à Paris qui viennent, mais sinon, on vit mieux à Bordeaux, à Strasbourg, à Nice, à Rennes ou à Nantes qu'à Paris, à conditions égales dans le même métier. Voilà, donc mais c'est réellement de l'économie. Ouais. Nous, pour le sport,
le développement du sport se fait de la même manière dans toutes les régions de France, en province. Comme à Paris, j'irais peut-être même mieux en province qu'à Paris. Oui, je crois. Je reviens vers vous, Raymond, pour entamer la deuxième partie de ce débat. On va parler un peu argent. C'est toujours pas moi, ça c'est de l'économie, je suis pour rien. Là. Voilà. Mais je vais quand même vous amener sur une piste qui vous concerne. Vous êtes issu du monde du football. La starification fait que l'argent est plus présent dans l'univers du football que dans d'autres univers sportifs. Or, quand on parle avec des étudiants, et je pense que tout à l'heure on aura l'occasion d'en parler avec Adrien, le fantasme ou le rêve de nombreux étudiants est de travailler dans l'univers du football, de travailler pour la fédération de football ou de travailler pour un club de football, peut-être tout simplement parce que l'effet miroir, ou en tout cas le miroir aux alouettes que représente cet univers, laisse à supposer qu'on peut gagner très bien sa vie en travaillant dans cet univers. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors pour ceux qui y croient, je vous arrête tout de suite. Oui, si vous êtes joueur, entraîneur, technicien. Pour les autres, non. Il y a des gens qui étaient à la Fédé qui pourront vous en parler. Non, on ne gagne pas plus sa vie parce qu'on travaille dans une institution ou dans un grand club, même en province. Là, non, les autres métiers sont liés aux mêmes règles économiques. Je disais tout à l'heure, je voulais faire la différence. Il y a vraiment l'aspect technique de terrain et il y a tous les autres, tout ce qui est autour, toute l'économie autour. Et ceux-là, ils sont régis par les mêmes règles que toutes les sociétés. Ce qui fait que les gens ont envie de venir, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'appartenance à quelque chose, à un club, parce qu'il y a une vitrine, il y a un miroir. Faire partie du PSG, même si on ne gagne pas plus sa vie que si on travaillait chez IBM ou ailleurs, il y a quelque chose en plus parce qu'on va au match, on peut en parler, c'est complètement différent. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un miroir aux alouettes. Un spécialiste financier peut très bien travailler dans n'importe quelle société, et dans une société de football, de sport, de la même manière. Il n'aura pas plus ni moins. Ouais. Alors, je voudrais donner la parole à Adrien Maschio-Esposito, étudiant pour Audencia. On s'est téléphoné juste avant de venir à ce débat, et vous étiez l'illustration même du jeune qui souhaite effectuer son cursus professionnel dans l'univers du football. Donc, à travers les éléments de réponse que vient de donner Raymond Domenech, est-ce que vous avez changé d'avis ou pas? Non, pas encore. Bonsoir à tous. Alors, comme Vincent Chaudel l'a signalé, je fais partie de la génération Y. Et donc, forcément, je suis attiré par la passion. Et c'est ce qui a fait que dans mon parcours, j'ai décidé de reprendre mes études et de me spécialiser dans le sport. Alors, je suis tout à fait conscient que, essentiellement, les joueurs et les entraîneurs, voire les présidents, gagnent très bien leur vie. Et qu'il y a des fonctions support qui gagnent beaucoup moins bien leur vie. Mais mon attrait pour le sport dépasse le côté financier, et c'est pour cela que j'ai choisi de me spécialiser. C'est pour trouver une raison d'être, une raison de se lever le matin avec le sourire. Et c'est l'un des premiers critères qui ont fait qu'aujourd'hui je suis la formation MOS ici. Alors, pour mon parcours professionnel, je n'ai pas encore déterminé de poste précis encore, mais le MOS me permet de voir un peu toutes les facettes du sport, que ce soit des structures différentes, des métiers différents, et petit à petit, je fais mon chemin, et puis j'arrive à trouver quand même ma voie, qui est les clubs de football professionnel. Dans mon passé, j'ai pu jouer à haut niveau. J'étais au centre de formation de Montpellier Hérault pendant 3 ans. Donc je connais l'univers du sport, malgré que je n'ai pas été manager ou dirigeant dans cette structure. Mais c'est en tout cas celle qui m'attire. Alors, est-ce que vous avez réfléchi à un plan B? Parce qu'avec l'effet ciseaux, justement, les places dans l'univers du football sont rares. Donc, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous savez ce que serait votre avenir si malheureusement ça ne se passe pas dans le monde du football? Alors oui, j'ai pensé à un plan B qui serait un plan C, puisque la formation que je suis aujourd'hui est un plan B. J'ai été diplômé de l'école supérieure de commerce de Montpellier, et puis j'ai travaillé quasiment 2 ans en cabinet de conseil en tant que consultant en management et organisation. Donc j'ai déjà un background intéressant pour un recruteur, je pense, et dans tous les cas, si ce n'est pas le football, ça sera sûrement un autre sport, puisqu'au-delà du football, je suis quand même passionné par d'autres sports, et le sport en général.
Bon, ça va, donc on ne s'inquiète pas trop pour vous alors. Merci. Merci Adrien. Je souhaiterais poursuivre avec vous, Béatrice. Je ne vais pas faire appel à votre CV hand en tant que membre du conseil d'administration de la fédération et donc ex-présidente du club, mais votre CV, on va dire, sociologue. Peut-on parler d'effet de mode dans le mode de recrutement, ou en tout cas dans le sport? Est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir l'Euro 2016 de football qui va arriver? Est-ce que quelque part, ça motive des jeunes à aller vers ce secteur, alors que si on avait par exemple les Jeux Olympiques qui arrivaient, peut-être que d'autres sports et d'autres secteurs sportifs seraient à la mode? Alors, non, on ne peut pas parler d'effet de mode au sens où je pense vous l'entendez. Je crois qu'il y a ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement de grande ampleur, sportif, ça attire des personnes, incontestablement, pour notamment toutes les activités bénévoles. Que quand il y a des titres, je prends l'exemple de la Fédération française de basket par exemple, qui a dépassé les 500 000 là, grâce en grande partie au titre européen qui a été obtenu par l'équipe de France de basket masculine. Donc ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un grand événement, si en plus cet événement est suivi d'une victoire d'un athlète ou d'une équipe française, ça a forcément des incidences très positives sur le degré d'attractivité, en tout cas, du secteur sportif, que ce soit en termes de licenciés, de bénévolat, etc. etc. Donc, ça revient à chaque fois. On pourrait être considéré que c'est une mode, mais ce n'est pas une mode, puisque c'est un phénomène qui est récurrent à chaque fois qu'il y a un grand événement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit poindre, encore une fois, depuis 2 décennies, comme on l'a dit avec Vincent, vraiment un esprit sportif, une culture sportive qui est en train de s'installer profondément dans notre imaginaire de Français, ce qui n'était pas le cas auparavant. Comme je le dis souvent en tant que sociologue, même si on a du mal un peu à me croire, mais je ne vais pas vous faire ici un cours d'histoire du sport, la France n'est pas fondamentalement un pays sportif. Nous avons importé le sport au sens moderne du terme, d'Angleterre principalement. Donc ça, on a tendance à l'oublier. Ça fait qu'1 siècle que l'on fait du sport au sens moderne en France. Et ça fait 2 décennies que le secteur du sport professionnel émerge. Et donc aujourd'hui, avec un certain nombre de problématiques sociétales, dont celle du vieillissement de la population, du bien-être, de santé publique, etc., bien évidemment qu'on y voit un plus grand intérêt à faire du sport. Et donc on est de plus en plus attiré vers le sport. Il y a eu un sondage de l'INSEE il n'y a pas très longtemps sur les pratiques que les Français considèrent comme étant les plus agréables à faire pendant leur temps libre. Car il ne faut pas oublier qu'on est dans une société aujourd'hui qui est une société qu'on pourrait qualifier, c'est le sociologue Jean Viard qui l'a qualifié ainsi, des vies complètes. On a gagné en 1 siècle, on l'a peut-être oublié, on a gagné 40% d'espérance de vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est la première génération de Français à vivre avec 4 générations. L'arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de France. Donc l'espérance de vie étant plus longue, même si l'âge de la retraite a été reculé, le temps de travail ne prend que 10 à 12% de notre temps de vie. Ça veut dire qu'on utilise 88% de notre temps à faire autre chose que du travail. Donc il faut bien le meubler, ce temps. Ouais. D'où, aujourd'hui, l'essor et l'attractivité du secteur sportif, des activités physiques et sportives. Ouais. Et il suffit de sortir, que ce soit à la campagne ou même en pleine ville, vous voyez, à n'importe quelle heure de la journée, vous allez forcément croiser quelqu'un qui fait du sport. Forcément. Ouais. Donc, il y a de ce point de vue-là, on ne peut pas parler d'effet de mode, c'est plutôt une lame de fond qui est en train de vraiment venir dans la société et qui, je pense, dans les 10-20 ans, va continuer, ça va continuer. C'est pour ça que le sport est vraiment, il y a un vivier, il y a un potentiel de création d'emplois énorme. Alors c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour tous les étudiants qui aujourd'hui donc veulent se lancer dans ce type de profession. Et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle pour vous, Maël, en tant que recruteur. Est-ce que vous avez aujourd'hui la perception, et dans les années à venir, d'une évolution favorable? On sait qu'on est dans un contexte économique où le taux de chômage est important en France. Est-ce que le monde du sport, les métiers du sport peuvent échapper à cette courbe ascendante du chômage? Alors, moi je dirais oui et non, dans la mesure où, comme disait Béatrice, je suis tout à fait d'accord, la victoire par exemple d'une équipe de France de basket à l'Euro suscite un engouement,
mais ne se traduit pas par la création de 5000 postes au sein de la fédération ou des clubs derrière. Il n'y a pas forcément de proportionnel à ce niveau-là, malheureusement, mais bon, c'est aussi assez compréhensible. Maintenant, il est vrai que ces dernières années, on a pu assister, ça a été mentionné aussi, la montée en puissance du PSG, par exemple, égale création d'emplois, c'est clair. L'organisation de l'Euro 2016 en France égale création d'une société, d'une SAS, avec X emplois à la clé. Donc oui, l'évolution et l'explosion, on va dire, de l'emploi lié au sport va créer effectivement des perspectives et des opportunités, avec toujours la précision, ces sociétés, PSG aujourd'hui, Beansport à sa création il y a 1 an et demi, 160 emplois en 1 an et demi, c'est quand même pas mal. Oui, ils vont recruter, mais les places restent très chères, parce qu'ils vont vraiment recruter de la compétence, de la technicité, et des expertises pointues et vraiment précises. Donc oui, ça va potentiellement créer de l'emploi, mais ça va rester très très pointu et quand même marginal par rapport au nombre de demandes, je pense. Alors justement, comme vous êtes sur un recrutement pointu, est-ce que dans certains secteurs liés au métier du sport, vous avez du mal à recruter? Alors moi, je ne vais pas intervenir sur les métiers très techniques, type on parlait des médias par exemple, où là, en termes de production, d'audiovisuel, c'est des petits mondes assez fermés, où là, il peut y avoir quelques difficultés lorsqu'on fait appel à une connaissance produit, matériel ou technique pure, mais ça c'est propre je dirais, à tous les secteurs d'activité. Ensuite, recruter pour des entre guillemets, des organismes célèbres dans le domaine du sport, non, mais il faut être sûr de recruter pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, je reprends encore une fois un exemple, un club sportif avec lequel je travaille ne passera jamais d'annonce pour un poste, tout simplement pour être sûr de recruter des gens qui sont compétents, qui sont intéressés par l'opportunité, par le métier, et non des fans ou des supporters. Il faut trouver un juste équilibre, parce que comme je le disais un peu plus tôt, c'est intéressant d'avoir des gens qui connaissent le secteur d'activité et les codes qui vont avec, notamment en termes de communication. Mais il faut être sûr que ces personnes viennent pour les bonnes raisons. Ouais. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, et je vais prolonger cette question avec vous, Patricia. Nous, à l'équipe, quand on reçoit des CV pour des postes, quelque niveau que ce soit, qu'ils soient des postes en marketing ou en journalisme, souvent, les courriers commencent par l'expression de sa passion pour le sport, de sa connaissance du sport, et arrive la 11e ou 12e ligne où on commence à lire le pourquoi de l'intérêt professionnel du candidat de venir dans l'univers du sport. Et chez nous, à la DRH, on nous dit, quand ces 10 lignes commencent comme ça, on ne lit pas la 11e ligne. On cherche d'abord à recruter une compétence avant de recruter une passion. Donc je voulais voir dans le cadre de l'IMC, lorsque vous conseillez aussi vos étudiants pour quelque part remplir un CV, tout simplement se présenter, est-ce que ce type de réflexion vous paraît justifié? Nous avons, nous, 3 étapes lorsque l'on souhaite prendre un jeune en BTS, en alternance. Première étape, en amont, nous lui demandons de faire un test d'orientation. Ce test a été conçu avec les équipes pédagogiques fonction des techniques que le jeune va acquérir pendant ces 2 années, mais en même temps en fonction de son bagage initial. On sait pertinemment, par exemple, qu'un jeune qui n'a pas 2 langues ne peut pas faire un BTS commerce international, parce que c'est obligatoire. Donc ça, c'est un premier point. Après le test d'orientation, le jeune va en entretien individuel, et dans cet entretien individuel avec le service admission de l'IMC, ce que l'on recherche, c'est quel est son projet professionnel, et quelquefois le jeune décide de faire par exemple un BTS négociation relation client, mais tout simplement parce qu'il a un copain qui veut faire ce même type de BTS, ou parce qu'il sait qu'il a vu une plaquette, et dans la plaquette, il est tombé sur ce diplôme. Alors, on essaye... le service admission essaie de véritablement connaître son projet professionnel, et quelquefois il y a une réorientation du jeune par rapport à son cursus de base et même par rapport à ses aspirations. Ensuite, après, dans un deuxième temps, une fois qu'il est validé en candidature, donc on ne prend pas tous les jeunes qui viennent, parce qu'on reçoit plus de 1000 jeunes, et on essaie, en général, on en a 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui restent et qui sont sélectionnés par le CFA. Ensuite, après, il va dans le service relations entreprises, et à ce moment-là, on l'intègre pour qu'il réussisse à la fois à valoriser son CV, donc on peut très bien lui faire son CV,
et en même temps pour qu'il essaie de passer un oral avec le chef d'entreprise et que cet oral soit une réussite, qu'il ne subisse pas l'échec devant un patron qui pourra lui dire bon, bah, pourquoi est-ce que tu es là, qu'est-ce que tu fais, et puis le jeune va répondre bah, j'ai subi des tests, mais on m'a dit que j'étais un candidat potentiel, donc je viens, mais il n'a pas véritablement de projet. Donc on lui pose des questions et on essaie d'affiner sa candidature pour qu'il réussisse à son examen, à passer cette candidature avec son chef d'entreprise. Et pendant les 2 années, il va être suivi en BTS, mais c'est un suivi personnalisé, individualisé. Et pour les sportifs, c'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'un jeune, et on en a un ici dans la salle qui est avec nous, le sportif doit à la fois être bon dans sa pratique sportive, dans ses entraînements, dans ses compétitions, mais en même temps, nous, on va lui demander d'être bon dans ses suivis de cours. Donc, quelquefois, c'est pas facile. Il faut savoir se lever le matin. Hein. Il faut en même temps suivre pendant toute une journée, ça peut être 7 heures d'affilée, des cours. Et quand il va en entreprise, le patron va lui demander exactement de remplir ses objectifs comme s'il était un vrai salarié. Donc, c'est pas facile. Et ensuite, après, bien sûr, c'est l'examen qui souvent est réussi. En tout cas, sur les sportifs que l'on a depuis 3 ans, on n'a pas eu d'échec. Donc c'est quelque chose. Et cette année, nous avons 10 sportifs de bon niveau. Voilà. D'accord. Une difficulté qui semble inhérente au recrutement dans l'univers du sport, on le voit à travers l'arbitrage, c'est la présence des femmes. On est loin de la parité, on est loin de l'égalité. Il y a quelques arbitres, en particulier des arbitres assistants, qui exercent au niveau professionnel. Comment vous voyez-vous l'évolution, au-delà de l'arbitrage, de la présence des femmes à la fois dans le sport, mais également sur cette audience, on voit que je pense qu'on est à 90% une audience masculine. À l'IMC, je crois que vous avez assez peu... Cette année, nous n'avons pas de jeunes sportifs de bon niveau. Voilà. Mais nous avons eu l'année dernière une footballeuse qui a été happée par un club à Strasbourg, donc qui a préféré poursuivre sa carrière professionnelle et stopper son BTS première année. Par contre, là, nous avons un jeune qui a fait le contraire. D'accord. Donc, c'est ma question. C'est vrai que le sport féminin, je parlais du football, est en plein essor. L'arbitrage en parallèle également. Alors, nous, les femmes arbitrent les femmes, mais peuvent également aussi arbitrer les hommes. On a eu l'exemple, il y a quelques années en arrière, Nelly Viennot était l'assistante d'Éric Poula qui avait fait une Coupe du Monde, qui était donc le long de la ligne de touche. On a au jour d'aujourd'hui une demoiselle qui est en nationale, 3e division du football. Le point négatif pour les femmes, ce sont les tests physiques, ce sont les compétences physiques qui peinent actuellement. Pour évoluer en Ligue 1 et Ligue 2, elles doivent réaliser les mêmes temps. On a des tests de vitesse, des tests d'endurance. Et c'est à ce niveau que ça pêche. À une époque, elles avaient des tests aménagés, mais là, ce sont nous, les arbitres masculins, qui avions un peu râlé en se disant pourquoi une faveur pour une demoiselle qui va arbitrer le même match que nous, que ce soit au Parc des Princes ou au Vélodrome. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il y a encore une difficulté. Par contre, on le voit, le foot féminin est en plein essor. Nous avons des féminines qui vont à l'international, faire des Coupes du Monde, faire des Jeux Olympiques. De là à devenir professionnel, je pense que ça va dépendre aussi de l'activité, que ce soit football, rugby, basket, qui ne l'est pas encore. D'accord. Petite question à Raymond Domenech. Non, pas sur l'arbitrage, sur les sélectionneurs. Il y a quelques hommes qui sont sélectionneurs de l'équipe de France, d'une équipe féminine nationale. Je pense à Bruno Bini, qui l'a été. Aujourd'hui, c'est Philippe Bergerot. On ne voit toujours pas, ni au niveau des clubs, ni au niveau, bien entendu, des sélections, des femmes qui deviennent entraîneurs dans le monde professionnel. Est-ce que ça vous paraît cohérent, ou est-ce que, quelque part, avec l'évolution et la professionnalisation du football féminin, à terme, on verra une femme entraîner une équipe masculine? Je serais peut-être mort, mais non. Ça n'en prend pas le chemin, en tous les cas. C'est compliqué parce que notre monde est quand même très fermé, très misogyne. Et c'est difficile, oui. Il y en a. Une femme qui prépare le diplôme d'entraîneur professionnel masculin. Mais qui l'a eu. Mais qui l'a eu. Qui l'a eu, oui. Sur les 92 personnes qui l'ont préparé depuis sa création. J'allais justement y arriver en disant, voilà, surtout l'eau.
Non, je veux dire que voilà, on a participé, c'est l'UNECATEF qui a participé avec Randstad au financement de sa formation. Mais il y en a une qui a le diplôme équivalent. Voilà. Voilà. Mais à la limite, c'est comme au théâtre, il y a de bons souffleurs. Non, mais attendez, mais c'est pas un problème de. C'était pas un problème de moyens. Ouais. C'est un problème de niveau, de compétences. Pour le moment, je suis d'accord avec vous. C'est l'égalité, on est pour, mais l'égalité de la compétence. Si elles sont compétentes, moi, je suis complètement d'accord. J'ai dit le jour où j'espère peut-être un jour retourner dans un club, je prendrai un adjoint féminin, parce que j'en connais quelques-unes qui sont très compétentes, qui peuvent pas... Oui, non mais c'est sûr, je le ferai. En plus, je serai le premier à le faire. J'aime bien ce genre de trucs. Et parce qu'il y en a qui sont compétentes, qui sont capables de gérer des séances, des entraînements de la même manière. La difficulté d'être en première ligne, pour le moment, pour une femme, c'est pas évident, parce que les médias en premier ne sont pas prêts à l'accepter. Ils seraient les premiers à taper dessus au moindre défaut, au moindre problème. Ouais. Ça serait compliqué. Mais je maintiens le truc. Je dirais que à compétence égale, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Ouais. Mais on va mettre encore quelques années. Et il faudra quelques entraîneurs déjà comme moi qui aient envie de travailler avec une femme sans se dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, parce qu'il y a une femme. Que vont dire les joueurs? Comment ils vont réagir? Parce qu'il faut voir ça aussi. Comment ils vont réagir? Parce qu'il y a une femme qui va leur dire hey, cours un peu, toi. Mais ça va être compliqué. Je dirais que vous avez complètement raison sur l'approche médiatique. Je crois qu'on a une grosse difficulté. On commence à la corriger, à traiter le football féminin à l'équipe et dans la presse en général. Donc, je peux effectivement vous donner complètement raison sur cette réflexion. Il y a aussi dans le sport des femmes qui ont été présidentes d'un club de sport, d'un club de handball masculin, d'un club qui a donc remporté, on l'a dit tout à l'heure, des titres de champion de France. En Angleterre, il y a quelques femmes qui sont présidentes de clubs professionnels de football. En Espagne aussi. Est-ce que vous êtes des exceptions qui confirment la règle, ou est-ce qu'on peut s'attendre là à une évolution plus rapide que le métier d'entraîneur, la féminisation du métier d'entraîneur? Non, il n'y aura pas d'évolution plus rapide. Sur le métier d'entraîneur, il y a une femme qui a été entraîneur d'une équipe masculine professionnelle en Italie de Division 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans les années 2006, je crois. Elle s'est fait virer au bout de 3-4 mois parce qu'elle avait de trop bons résultats et qu'elle prenait trop de place. Et le président lui a... Voilà, c'était juste une peur. Et ça se passait très très bien avec les footballeurs. Il y avait eu un reportage à la télévision, ça se passait très très bien. Au début, ils étaient un peu sceptiques et puis après, ça s'est très bien passé. Je referme la parenthèse. Non, c'est le même combat à la fois pour des postes de président de responsabilité et pour des postes d'entraîneur. En fait, le phénomène est le même que ce que l'on observe dans les autres secteurs de l'économie et de la société française. De ce point de vue, le sport n'est pas une exception. À savoir que plus on s'approche de fonctions nobles, et moins donc valorisées et valorisantes, et moins vous trouverez de femmes. Donc, sur le plan de la hiérarchisation verticale, plus vous vous rapprochez du sommet hiérarchique, moins vous trouverez de femmes présidentes. Sur le plan horizontal, il y a également une hiérarchisation, et là, plus on se rapproche du terrain, puisque c'est ça qui est le plus noble dans le sport. On le voit bien, les phénomènes de groupies, de fans, etc., pour aller se rapprocher le plus possible des staffs, des joueurs. Donc plus on se rapproche du terrain, et moins vous trouvez de femmes en dehors du poste de kiné, où là, on trouve dans les staffs quelques femmes quand même qui occupent ces fonctions. Donc c'est le même combat pour les deux postes. Et effectivement, on est des exceptions. Moi, à mon époque, on était 4 ou 5 en Europe. En Europe, vous m'entendez ? Je vais juste raconter cette petite anecdote pour expliquer quelles sont à peu près les raisons qui me font penser qu'on n'est pas prêt d'avancer. Parce que ces deux métiers, ces deux fonctions, entraîneur et présidente, ce sont des impensés aujourd'hui d'un point de vue sociologique et imaginaire dans la tête de la plupart des gens qui sont ici, moi y compris. Je vais raconter juste cette petite anecdote. Il y a 3 ans, je vais avec mon équipe, comme à chaque fois je me déplaçais, à Toulouse. On arrive à Toulouse, l'équipe s'échauffe, j'étais dans les tribunes, et puis j'ai des amis qui arrivent en face. Donc je vais pour sortir des tribunes officielles pour aller les rejoindre. Et là, il y a un monsieur de la sécurité qui vient vers moi. Quelqu'un qui n'avait pas 70 ans, quelqu'un qui avait une quarantaine d'années à peine, qui vient vers moi et qui me dit « Excusez-moi, madame, vous avez un badge ?» Je dis « Non, on ne m'a rien donné quand je suis arrivée, mais je vais voir des amis. » Et il me dit « Mais vous êtes qui ?» Et je lui montre l'équipe qui était en train de s'échauffer. Je dis « Je suis la présidente d'Ivry, là, qui est en train de s'échauffer. »
Il me dit, attendez, ne bougez pas. Il fait, je vous assure, il fait à peu près 3 mètres. J'avais une intuition, pas une intuition de femme, une intuition de sociologue, je le suis. Et puis, il s'adresse à une jeune femme et il lui dit, excusez-moi, donc qui a été apparemment la responsable de l'organisation, et il lui dit, excusez-moi, j'ai une dame là qui veut rentrer, qui veut sortir et rentrer. Alors la dame lui dit, mais qui c'est? Il me dit, bah, c'est la femme du président d'Ivry. Non, le plus drôle n'est pas arrivé encore. C'est ça qui est pire. Alors je lui tape sur l'épaule, je dis, excusez-moi monsieur, mais ce n'est pas du tout ce que je viens de vous dire. Il y a à peine même pas 5 secondes. J'ai dit, vous vous rendez compte qu'en 5 secondes, vous avez transformé femme de présidente d'Ivry en femme de président. Et là, il me regarde, il me dit, vous êtes sûr? Je ne savais pas de quoi je devais être sûre, si j'étais sûre d'être la présidente, je ne savais plus trop. Mais enfin, l'avantage, c'est qu'après, il a été très aimable toute la soirée et j'ai eu le droit de faire ce que je voulais dans ce beau stade. Donc voilà. Donc ça, c'est un impensé. L'impensé, c'est qu'une femme puisse être présidente, déjà, ça. Et en plus, présidente d'un club masculin, c'est le deuxième impensé. Et en plus, au plus haut niveau, dans l'élite, hein, c'était la D1, c'est le troisième impensé. Mais juste pour dire, donc il y a de la place pour les femmes. Nous ne sommes pas plus fragiles que les hommes. Moi, ça ne me fait pas peur le regard des hommes et ce que les joueurs pourront dire, etc. Je ne me suis pas posé du tout cette question quand je suis devenue présidente. Je me suis posé la question, bien sûr, je ne vais pas vous mentir, mais le premier discours que je leur ai fait, je suis maître de conf, donc j'ai l'habitude de parler devant des gens, j'ai jamais eu autant le stress que la fois où j'ai dû leur faire le premier discours à ces hommes. Parce qu'en effet, je me suis posé toutes ces questions-là. Comment ils vont le prendre? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis crédible? Est-ce que, quand je vais leur dire, non pas court, mais c'est pas bien ce que tu as fait là, etc., comment ils vont le prendre? Et ça s'est merveilleusement, juste mon témoignage personnel, je pense que ça s'est merveilleusement passé. Je n'ai pas empêché le club d'être champion de France, tout en étant présidente, donc c'est déjà un bon point. Je ne sais pas si j'ai été utile cette année-là, mais en tout cas, je ne les ai pas empêchés. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, des années après, je continue toujours, ils ne font plus partie du club pour la plupart, ils sont tous par moi et par vous. Mais vous voyez, à midi, j'ai mangé avec un ancien joueur, ils me contactent, on se voit, je pense qu'ils ont très apprécié d'avoir une femme présidente. J'ai des témoignages, y compris écrits, de certains d'entre eux, qui ont beaucoup apprécié parce que on a, enfin c'est ce qu'il nous disait, hein, une approche différente, plus ça permettait aussi de polisser les rapports interpersonnels. Il faisait attention à la manière dont il parlait, dont il se comportait dans le train, dans l'avion, etc. Ça permettait aussi de parler d'autre chose que de sport, parce qu'on a tendance, hein, quand on est dans le milieu sportif, à être monodisciplinaire, hein, et à ne parler que de son sport, et du football, accessoirement, et même dans le handball. Et donc là, ça leur permettait de parler d'autres choses. Moi, je leur posais des questions sur leur vie, sur leurs enfants, sur ce qu'ils faisaient à côté, etc. Donc voilà, il y a un esprit d'ouverture. Donc moi, je crois très très fort à la présence des femmes dans le milieu sportif. Je pense que c'est ça aussi qui lui permettra aussi à ce milieu sportif de s'ouvrir, de changer les modalités de recrutement, vraiment, parce qu'il y a un recrutement de proximité, vous l'avez dit. On se recrute entre soi, et entre soi, souvent, c'est bien des hommes. Donc, je pense que faire venir des femmes, il y en a de plus en plus. Alors, j'ai regardé avant de venir un petit peu, parce que là, je suis en train de regarder justement dans le sport professionnel la place des femmes. Dans les clubs, dans les ligues, etc. Il y a des femmes, mais souvent, c'est surtout à des postes de communication, de relations presse, marketing. Après, je vous dis, plus on monte dans la hiérarchie élective, plus on se rapproche du terrain, et moins vous en trouverez. Et là, il va falloir attendre un long moment. Alors Vincent, dans votre think tank sport et citoyenneté, déjà y a-t-il des femmes? Et est-ce que ce type de débat entre dans les éléments de réflexion qui sont les vôtres? Et quelque part, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce think tank sport et citoyenneté? Alors oui, il y a des femmes. C'est un président, c'est pas une présidente, mais oui, il y a des femmes. Oui, ça fait partie de nos sujets de réflexion. Nous avons monté 5 réseaux, 5 thématiques avec des réseaux d'experts, dont donc le bénévolat, l'éducation, la santé, le handicap et les femmes. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs le mois dernier de faire une table ronde au comité olympique avec 2 ministres, l'actuel ministre des Sports et puis Edwige Avis, ancienne ministre des Sports et présidente de la Fondation du Sport Henri Serrandour. On a eu Christine Kelly du CSA et on a travaillé sur le sujet pour faire avancer le sujet, la cause des femmes dans le sport, notamment en France. Mais le problème ne se limite pas à la France.
je reprends le propos de Béatrice, c'est-à-dire que le sport n'est pas en dehors de la société. Donc le sujet de la femme, ce n'est pas un sujet lié au sport, c'est un sujet de la société. On l'a aussi, nous, dans notre cabinet de conseil. On souhaiterait voir plus de femmes au grade d'associé et dans le management. Mais là, je pense que les choses se préparent. C'est ça que je voulais ajouter. C'est le propos de Raymond Domenech, je le partage tout à fait. On l'a, nous, mis en place ou suggéré à l'étranger dans le sport. Notamment, on avait travaillé au Qatar sur l'Académie Multisport. Et le fait qu'on recrute dans les pays du Golfe de la compétence étrangère me semble pas choquant, mais notre recommandation, c'était à ce moment-là de faire des binômes pour organiser un transfert de compétences. Là, je pense que c'est à peu près le même sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas de différence à faire homme-femme, il y a une différence sur la compétence, et la compétence, elle doit se transmettre, s'organiser. On ne peut pas aujourd'hui, j'imagine, demander à une ancienne joueuse de foot d'avoir la compétence comparable à quelqu'un qui a gagné 3 Champions League sur le terrain et 2 sur le banc. Elle ne peut pas lutter à armes égales par rapport à ça. En revanche, être son adjoint et petit à petit s'inspirer, prendre la compétence et un jour l'assumer, oui, c'est intéressant. Et donc c'est pour ça que si on veut régler le sujet, au moins au niveau du terrain, mais c'est pareil au niveau du management, de la montée de certaines catégories. On parle des femmes, on peut parler d'autres catégories, parce que le sujet des femmes présidentes ou des femmes entraîneurs, vous pouvez le reprendre avec le sujet de la diversité. Sincèrement, moi je suis ami avec certains joueurs de l'équipe de France de couleur. Regardez, ces joueurs-là ont gagné beaucoup, ont fait gagner. Regardez les bancs aujourd'hui, regardez les instances aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que eux aussi, comme des femmes, sont un peu oubliés dans le système de hiérarchie. Donc, ce sont des sujets, ça s'organise, et comme nous, on a pu faire, on a créé un réseau de femmes en interne et on essaie de transmettre, d'accompagner. Et je pense que ça sera des réponses identiques qu'il faudra apporter dans le monde du sport, et du coaching, de l'accompagnement, des doublettes ou des doublons pour organiser ce transfert. D'accord. Rajouter, oui, parce que je suis d'accord avec ce que vient de dire Vincent, mais je voudrais quand même... C'est vrai que le sport fait partie de la société, mais il y a quand même une spécificité du secteur sportif quand on compare les chiffres avec le monde de la politique, le monde de l'entreprise et le monde sportif. Il y a quand même une plus faible représentation des femmes que dans les deux autres, qu'à l'Assemblée nationale, qu'au Parlement, ou si on prend le CAC 40. Il y a quand même une représentation moindre. Je voudrais que... vous parlez de compétences tous. Comme je le dis souvent, si dans le sport, en tout cas jusqu'à présent, et là je vous rejoins tout à fait, si tous les hommes qui étaient à tous les postes de responsabilité aujourd'hui dans le sport étaient compétents, ça se saurait. Je suis désolée, moi j'ai rencontré plein de gens, je côtoie plein de gens, je sais qu'ils ne sont pas là pour leurs compétences. Je ne donnerai pas de nom, mais parce que ce sont des hommes et qui se sont choisis entre eux, et que c'est des recrutements de proximité. Il y a la passion, on est là depuis 10 ans, depuis 20 ans, donc ça donne le droit de monter en grade, c'est tout. Moi je connais des tas de femmes qui sont dans le secteur sportif depuis 20 ans, 30 ans, mais qui n'ont pas eu la même chance que ces messieurs. Donc ce n'est pas seulement un problème de compétences dans le sport. Il y a d'autres freins qui sont plus importants, plus prégnants, plus dominants que dans le reste de la société. N'oublions pas que le sport, ça a été fait pour les hommes et par les hommes, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Pierre de Coubertin, et que de ce point de vue-là, on est dans une activité qui est très virile, une culture de la virilité, une culture de la domination, une culture de la violence, qui jusqu'à présent ne sied pas aux femmes, parce qu'effectivement on n'a pas été éduqué pour être attiré par ce genre d'activité, qui aujourd'hui commence à évoluer. Et c'est aussi pour ça, je pense que le sport a y gagné à attirer des femmes, parce que justement ça fera évoluer aussi sa culture, et qui sera plus en adéquation d'ailleurs avec la culture du monde d'aujourd'hui. Donc, mais ce n'est pas juste une question de compétence, mais ça se prépare, et je suis d'accord, parce qu'on le prépare ensemble. Rapidement. Juste pour compléter, c'est effectivement la différence entre le sport ou la spécificité du sport sur le sujet, c'est qu'il y a des activités hommes et des activités femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Parlement masculin et le Parlement féminin. Il y a des compétitions d'hommes et des compétitions de femmes. Et donc c'est là où en fait le sport
engendre des phénomènes de conservatisme par rapport à cela, mais comme j'ai pu évoquer sur le sujet des discriminations non pas liées au sexe mais liées aux origines, on se rend compte qu'il y a des sujets de discrimination et il faut les traiter. Mais je pense que l'aggravation, c'est lié aussi à la pratique sexuée. Non. Alors avant de passer au troisième point, je voulais juste vous narrer une anecdote liée au mode de rémunération. On parlait en préambule des rémunérations dans le football. Un de mes anciens collègues journalistes donc dans la presse écrite a quitté le métier de journaliste pour rentrer dans un club de football. C'était son rêve. Il me disait j'espère que je vais gagner beaucoup plus d'argent. Et quelques mois après, on s'est rencontrés. Il avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Et je lui dis, ça va, tu gagnes bien ta vie et tout. Il me dit, écoute, ne change pas de métier parce que je ne gagne pas plus d'argent, mais je travaille 3-4 fois plus que dans le métier de journaliste. Donc voilà, il ne faut pas croire que travailler pour un club de football à travers cette anecdote, et aujourd'hui c'est quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de retourner au métier de journaliste. Voilà. Donc c'était pour l'anecdote. Maintenant, je vous propose de passer au troisième point, comment sécuriser son parcours de formation pour réussir. Donc je voudrais revenir vers vous, Patricia. Est-ce que quelque part, pour vous, il est important, voire essentiel, de passer par une école comme l'IMC ou comme Audencia pour réussir à s'intégrer, à être repéré par un recruteur, par un chasseur de tête, ou quelque part, il y a beaucoup d'autres voies qui permettent d'accéder à ce type de profession? Lorsque l'on veut avoir un métier à responsabilité, actuellement, je pense qu'on ne doit pas se voiler la face. Le diplôme est très important. Alors, il y a des pays où le diplôme compte moins, mais en France, le diplôme est l'atout majeur, à la fois pour un jeune ou pour un adulte en reprise d'études. Donc ça, c'est un premier point. Alors, l'IMC prépare au BTS, et également à des diplômes de Bac+3, et Audencia prépare à des masters. Il est important de savoir que ces écoles se font principalement en alternance et que ça permet à la fois de travailler en entreprise, d'avoir donc une expérience professionnelle reconnue et en même temps de suivre un cursus de formation. Voilà ce que l'on peut dire sur ces écoles. Ce qui est important pour un jeune, c'est de savoir trouver sa voie. C'est en même temps savoir s'il veut rester sur les bancs de l'école, c'est-à-dire une formation classique, ou si éventuellement il veut tout de suite apprendre à travailler en entreprise. Les cours sont tout à fait différents. Il y a un condensé, il y a en même temps une maturité du jeune. On le voit bien, nous, lorsque les jeunes passent de la première à la seconde année, très souvent, ils ont une autre vision. Ils sont quelquefois un peu indisciplinés en première année, et puis en deuxième année, le groupe est plus homogène. La classe est plus homogène et en même temps profitent un peu mieux à la fois de leur stage et de leur cursus. D'accord. Alors j'aimerais profiter de la présence de Kevin Muledi, qui est étudiant à l'IMC, en même temps qui essaye de poursuivre une carrière de rugbyman de bon niveau, parce que je crois qu'on ne peut pas dire de haut niveau, de bon niveau. Comment déjà on concilie les deux, et pourquoi l'IMC, et vers quoi l'IMC vous permettra-t-elle de déboucher? Pour concilier les deux, déjà, faut avoir un entourage qui est proche et qui nous soutient. Ça, c'est le plus important. Moi, j'ai 23 ans demain, je vais encore chez mes parents. Et voilà, pour moi, c'est une base stable. J'ai eu l'occasion plus d'une fois de déménager. Mais voilà, avoir un petit coup de pied aux fesses de la maman au réveil, par exemple, comme c'était souligné tout à l'heure, ou pour me remettre sur le droit chemin, c'est important. Ensuite, moi, le choix de l'IMC... là, je passe mon BTS, c'est un deuxième BTS que je prépare. J'étais dans une autre école avant où c'était compliqué et de concilier les cours et de concilier le BTS. Voilà, il suffisait que ça se passe bien au sport le dimanche. Le lundi matin, j'avais envie de dormir. Voilà, la compétition, elle se passait bien, donc il y avait encore plus d'entraînement. Donc forcément, on faisait l'impasse sur les cours. Si les profs n'avaient pas envie de nous accompagner, c'était difficile de récupérer. Alors que là, à l'IMC, il y a tout qui m'est proposé. J'ai des modules pour récupérer les cours qui me sont proposés en arrangement avec l'entreprise. L'entreprise, elle est d'accord. Voilà, en fin d'année dernière, j'ai eu la chance de recevoir une convocation pour l'équipe de France universitaire pour participer aux Jeux Olympiques à Kazan. L'école, elle a tout mis en place en fait pour que je puisse avoir tous mes cours.
Je me suis blessé malheureusement, donc j'ai pas pu y participer. Et c'est cette blessure, entre autres, qui m'a fait prendre conscience que voilà, on est proche de tout. J'étais en espoir au Stade Français encore l'année dernière. J'ai eu l'équipe de France. Enfin voilà, on touche les étoiles, on est content, on est à ça. Et voilà, une blessure et tout part. Donc l'école c'est important. Cette année j'ai fait le choix de redescendre de niveau. Vous jouez au PUC ? Ouais, voilà, je suis parti au PUC en Fédéral 2. Pour le foot, ça représente une division en dessous de la nationale. Voilà, ça me permet de plus me concentrer sur les études. J'ai moins d'entraînement, donc forcément je travaille plus. Mes entraînements, ils sont plus tard, ils sont plus en plein après-midi ou le matin. Quand j'étais au Stade Français, j'avais entraînement le matin à 9h des fois, ou entraînement à 2h, donc voilà, j'avais plus cours et j'étais direct à l'entraînement. Alors que là, c'est à 19h30. Quand je finis le travail, à 5h, j'ai le temps, un truc qui m'arrivait jamais, de réviser mes cours. C'est anecdotique, mais ouais. Voilà. C'est important, c'est pas anecdotique. Ouais, voilà, mais mes résultats, ils s'en ressentent. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses assimilées. Pour ma part, moi, je pense que j'ai fait le bon choix. Parce que voilà, 1 an, c'est rien. Si vraiment j'ai la volonté de remonter dans mon niveau sportif, ben voilà, il n'y a que le travail qui paye. D'accord. Mais les études, voilà, faut que j'y sois attaqué. Merci Kevin. Cette question, votre réponse, pardon, m'amène à vous poser la question suivante, Sébastien. Le monde de la Poste vous autorise et vous aménage votre emploi du temps pour concilier votre vie professionnelle avec celle et votre passion, même si c'est aussi une passion professionnelle, de métier d'arbitre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la sensation, au-delà de la Poste, de l'exemple de la Poste, quand vous discutez avec vos collègues, que l'ensemble de vos collègues bénéficient des mêmes aménagements et que le monde de l'entreprise, qu'il soit issu du domaine public ou du domaine privé, comprend les exigences de ceux qui veulent vivre une passion professionnelle et assumer une passion sportive? Oui, pour les 40 arbitres de Ligue 1 et Ligue 2, c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui sont dans ce tremplin dans l'antichambre, qui sont âgés de 20 à 25 ans et qui se retrouvent exactement dans le même cas que Kevin. C'est vouloir toucher le haut niveau, mettre tout en place pour y arriver, mais sans avoir la garantie, et puis ne pas mettre de côté le côté professionnel. Donc heureusement, quelques entreprises se servent de notre image et nous permettent ces aménagements, mais ça devient très très difficile, parce que le sport de haut niveau demande un temps considérable en termes de préparation, en termes de récupération, ne serait-ce que pour nous les déplacements. Alors c'est toujours facile de le dire, et je l'ai vécu, mes parents m'ont toujours dit, c'est les études d'abord, c'est un diplôme, c'est un boulot, et l'arbitrage... Quand on sait qu'il y a 25 000 arbitres de foot en France et 40 seulement qui sont dans le secteur professionnel, il n'y avait aucune garantie. Donc, mais facile à dire, très difficile à concilier les deux. On est forcément happé par l'envie, par la passion d'y arriver et de se dire pourquoi pas moi. Et je le dis toujours aux jeunes arbitres qui arrivent, il y a aussi une part de chance dans ce parcours, dans tous les parcours de sportifs. Et il faut réellement sécuriser à côté. C'est ce que nous, on essaie de faire au niveau de l'arbitrage. Tant que nous ne serons pas réellement 100% professionnels, dans les disciplines actuellement, il n'y a que 3 arbitres de rugby en France qui sont professionnels à plein temps. Le reste, on a un statut de travailleur indépendant. Donc tant que nous n'aurons pas ce statut, nous souhaitons garder un pied dans l'entreprise ou à côté, en parallèle. D'accord. Pour conclure, 2 questions, une à Vincent et la dernière à Raymond. Comment accompagner la reconversion d'un sportif, puisque les carrières s'arrêtent en général aux alentours de 30 ans Un peu plus. Ça dépend des sports. Quand vous êtes gymnaste, c'est bien avant 25 ans. En natation, Amaury Levaux vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite, il n'a pas 30 ans. Alors justement, en gymnaste, on a actuellement au sein du cabinet un ancien membre de l'équipe de France de gymnastique qui a fait les JO à Londres, qui est, au moment où on se parle, aux Étoiles du Sport. Donc, il est consultant. Il est consultant junior chez nous. Il est arrivé un peu plus tard. Il est un peu plus âgé que nos juniors habituellement. Bon, le vrai sujet, je pense, n'est pas nécessairement pour des sportifs de disciplines comme la gymnastique. Elle est plutôt pour des footballeurs, pour des tennisman, pour des rugbyman, pour des basketteurs, c'est-à-dire pour ceux issus de sports professionnels. Parce que quand vous êtes gymnaste, escrimeur, moi
Je me rappelle avoir croisé le parcours d'un champion olympique et champion du monde d'escrime. Il voulait finir son cycle d'ingénieur. Il n'est pas venu chez nous parce qu'on était juste diamétralement opposés à l'INSEP et que c'était son projet. Il aurait perdu 1 à 2 heures par jour dans les transports. Donc c'est juste terrible. C'était pas concevable pour lui. Mais d'une façon générale, ces sportifs dans ces disciplines savent très bien qu'ils ne vivront pas demain des fruits de leur sport. Donc, ils ont clairement intégré qu'il fallait, un peu comme le choix de Kevin, assurer la dimension études et que si à un moment donné, il y avait un conflit entre études et sport, il faisait soit le choix des études, soit il regardait pour mettre en veille, en sommeil un petit peu les études et les reprendre très vite le challenge sportif passé. Le vrai sujet au niveau des sports professionnels, c'est d'anticiper, parce que je crois que malheureusement, les sportifs professionnels ont tendance à préparer leur reconversion au moment où ils ont arrêté. C'est ça le problème, c'est-à-dire que vous allez avoir à ce moment-là un trou de revenus et un changement de vie brutal, alors que ça doit s'anticiper idéalement quelques années à l'avance pour avoir un projet professionnel, pour pouvoir s'investir et peut-être le faire une formation de 3 ans, 4 ou 5 ans ou 6 ans. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le problème, mais ça devient le problème si ils arrêtent leur carrière, ils n'ont plus que ça à faire. Ouais. Alors, je vous en prie. L'année où on a été champion de France, donc c'était au début de ma présidence, et moi, comme je suis universitaire, des études j'en ai faites, je suis très sensible à la question des études et de la reconversion des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels, en l'occurrence, surtout dans des sports où ils ne pourront pas en vivre après. C'est le cas au handball. Mais c'est même pas pour cette raison-là que moi j'évoquais ces questions-là avec eux, parce que je considère que, y compris quand vous faites une activité professionnelle, il est bon quand même d'avoir une deuxième béquille, d'avoir autre chose que cette activité. Le problème, dans tous les métiers, hein, l'hyper-implication, c'est pas très bon, hein, en général, même en termes de performance. Hein. Donc, moi j'ai essayé de leur faire comprendre que c'était bien aussi pour s'aérer l'esprit, tout simplement, et avoir une vie sociale un peu normale. Et donc, c'était du cas par cas. Et je peux vous dire que l'année où on a été champion, il y en a 4, il y en a un qui faisait une école d'ingénieur, une des plus grandes écoles d'ingénieurs d'Île-de-France. J'avais été négocié avec le directeur des études pour qu'il fasse en 3 ans au lieu de 2. 2 qui faisaient l'UFM pour devenir instit, qui ont réussi leur concours. Et un 3e avec qui on avait négocié un temps partiel au Stade de France, au service RH, et qui est maintenant DRH de l'hôtel Hayat à Charles de Gaulle. Et ça ne les a pas empêchés d'être champions, de s'entraîner. Simplement, il faut que le club fasse des efforts aussi. Et alors là, c'était une négociation avec l'entraîneur, hein, parce que l'entraîneur, il n'a pas envie de lâcher ses joueurs, il a envie qu'ils s'entraînent. Voilà. Mais voilà, ça se passe bien quand on arrive à négocier, quand on arrive à expliquer les choses. Donc il faut une volonté, bien entendu, du jeune, bien sûr, mais il faut aussi que du côté des clubs et des institutions, fédérales, clubs, etc., il y ait aussi une volonté de les aider à penser à ces questions-là, et pas seulement, encore une fois, pour des questions de reconversion, mais aussi, moi je le disais, pour des questions de performance. Et je suis sûr qu'ils sont plus performants quand ils ont ces 2 béquilles-là. D'accord. Raymond, pour conclure, parlez-nous un petit peu de la petite mort du sportif quand à 30 ans, ou 35 ans, la carrière s'arrête et qu'il faut s'inventer une nouvelle vie. Alors, quand on est footballeur, ça paraît simple de s'inventer une nouvelle vie parce qu'on peut supposer qu'on a mis de l'argent de côté, mais n'empêche qu'il faut se projeter sur les 30 années à venir. L'expérience que vous avez de côtoyer ces footballeurs, ça vous amène à quel type de réflexion ? D'abord, personnellement, moi je ne l'ai pas vécu puisque j'avais passé mes diplômes d'entraîneur, j'avais 23, 24 ans déjà, et je savais qu'à un moment ou à un autre, ça se ferait automatiquement, j'étais parti pour ce métier-là. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir un projet avant d'arrêter ma carrière de footballeur. J'en ai connu quelques-uns qui, en général, je dirais allez, 1 sur 2 déjà divorce, parce qu'il y a un changement de vie qui est radical. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Complètement. C'est une situation qui est complètement différente. Ils étaient en voyage, ils avaient des moyens, ils étaient à droite, à gauche. Tout d'un coup, ils se retrouvent à la maison avec des revenus qui ne sont plus tout à fait les mêmes, même s'ils peuvent. Et les footballeurs actuels, je parle, ça c'est l'ancienne génération. Ceux qui actuellement font une carrière normale, ils peuvent vivre quelques années tranquillement, sans souci. Donc, ils ne rentrent pas dans la catégorie de ceux qui se préoccupent de leur fin de carrière. Leur fin de carrière financière, il n'y en a pas.
Ils iront plus loin. Mais ces anciens, c'est vrai, déjà, le premier mouvement, le premier changement radical, il est là. Situation familiale qui bascule parce que la vie, elle est complètement différente. Après, il y a ceux qui ont travaillé un petit peu, qui ont fait quelque chose, je crois comme dans tous les sports. Ils ont eu, maintenant, tous ceux qui sont passés par des centres de formation. Et les centres de formation, on a beau en dire ce qu'on veut, les décrier, ils ont tous, et je l'ai connu à Lyon, une vraie idée de l'éducation à côté, de donner aux gamins la possibilité d'aller aussi loin que possible par rapport à ses capacités. Celui qui pouvait faire des études, on l'emmène le plus loin possible. Après, c'est leur choix, leur volonté. Mais on parlait tout à l'heure d'un miroir aux alouettes pour les métiers extérieurs aussi, mais pour le métier de joueur aussi. Quand on sait que tous les ans, dans tous les clubs, il rentre 20 gamins dans un centre de formation et que vous les prenez, et je l'ai fait en les regardant tous comme ça, je dis voilà, il y en a 20 là qui rentrent cette année dans le centre de formation. Parmi vous, il y en aura peut-être un qui deviendra professionnel. Tous les autres, il faut que vous pensiez que il va falloir faire autre chose, il faut continuer les études. Et les structures du foot professionnel mettent les gens en situation pour aller le plus loin possible. Mais quand on leur dit il y en a un qui va être professionnel, ils pensent tous que c'est eux. Bien sûr, ils ne pensent pas qu'ils ne peuvent pas réussir quand ils rentrent là. Donc on est dans une situation particulière. Après, c'est un vrai problème de volonté. Mais quand ils voient les chiffres, les clubs, maintenant le moindre joueur qui a 17, 18 ans peut partir en Angleterre et il va gagner déjà 10 fois ce que gagne son copain au même niveau en restant en France. Ils rêvent et ils vivent avec ça. Donc la situation, la petite mort, ils ne l'envisagent pas. La fin de la carrière, ils ne l'envisagent pas. Financièrement, ceux qui réussissent n'ont même pas à l'envisager. Et les autres, après, où ils ont été capables avant, et je confirme, les structures des clubs, les entraîneurs des centres de formation, les associations qu'on a avec les lycées, pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, le font. Et après, je suis d'accord. Moi, pour les anecdotes, je citerai juste, c'est vraiment un problème aussi d'entraîneur qui veut permettre de le faire. J'ai eu Marc Keller dans la première année, qui maintenant est président de Strasbourg, et qui était, en même temps qu'il jouait avec nous en deuxième division, il faisait une année prépa HEC. Voilà. Vous voyez le nombre d'heures que ça nécessite au niveau de l'investissement ou du travail. Ça ne lui a pas empêché de faire sa carrière, de partir après dans un club, parce que j'aménageais son temps de travail. Mais dans un sport collectif, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'il y a les autres. Donc les horaires d'entraînement dans un club professionnel, c'est le matin à 10h, c'est l'après-midi à 15h, et c'est pas évident à gérer, il y a les déplacements. Il a réussi à le faire parce qu'il en avait envie. Je crois que la conclusion, c'est ça. Ceux qui ont envie de s'en sortir le font, puis il y a tous les autres. Merci Raymond. Alors je remercie l'ensemble des intervenants pour leur contribution. Et puis maintenant, je vais vous proposer, vous aussi, de participer à ce débat. Si vous avez des questions, nos intervenants sont à votre disposition. On va faire circuler un micro dans la salle et ça sera avec un immense plaisir que chacun répondra à vos interrogations. Merci. Gilles Bertoni, j'ai l'extrême chance d'intervenir devant les étudiants qui sont derrière. Le débat était extrêmement intéressant, bien évidemment, et les représentants des différentes activités sont des experts et qui parlent vrai. Mais quand on intervient dans une école, on a toujours le souci de ce mot abominable qui est l'employabilité des étudiants auxquels on s'adresse. Et dans ce que j'écoutais, il y a un certain nombre de choses qui m'ont un petit peu interpellé. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut bien se rendre compte que le sport, c'est beaucoup plus. C'est à la fois ce que l'on vient de dire et beaucoup plus. Nelson Mandela vient de mourir, il en est la preuve. Social, sociétal, ça dépasse infiniment le fait de faire une panenka mais néanmoins, tout naît quand même de la panenka ou naît du cours, du stade, etc. La deuxième chose, c'est que, effectivement, est-ce que reconversion des sportifs de haut niveau ou tout simplement
des citoyens qui veulent découvrir une autre vie et allier leur passion et y apporter une raison. Et c'est pour ça qu'on essaye d'intervenir un petit peu avec eux. Alors, moi, je sais qu'à l'ESSEC, j'ai eu quelques étudiants comme Estanguet, comme Benazi. Honnêtement, ils réussissent tout parce que ce sont des gens tellement formidables. Et effectivement, ce sont des sportifs extraordinaires, mais ce sont aussi des hommes formidables et ce sont des cerveaux, des déterminations extrêmement intéressantes. Après, sur la compétence dont on a beaucoup parlé, vous avez tout à fait raison, madame. Tous les exemples des dirigeants du sport ne sont pas forcément de très très bons exemples. Cela étant, attention aussi, parce que dans la vie et la gestion du sport, il y a des personnes qui sont élues, et c'est éminemment respectable, et qui ont des fonctions d'élus, et puis il y a des gens qui sont des professionnels. Quelquefois, le problème peut naître que, quelle que soit la légitimité de l'élection, ce n'est pas pour autant qu'on est un spécialiste du métier, et il y a des ambiguïtés assez fortes qui demeurent. J'ai une petite réflexion aussi que je souhaiterais apporter en hommage à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup N'oubliez pas votre question. Oui, oui, c'est plus des considérations, si vous me permettez. C'est pour que tout le monde puisse intervenir. Mais quelque chose sur qui la m'apparaît meilleure qui nous extrêmement appartient. important, quelqu'un que j'ai connu, qui s'appelle Philippe Chatrier, dès la fin des années 60, il évoquait le professionnalisme dans le sport. Et il a engagé, sans doute un des premiers, des gens qui n'étaient pas des sportifs, et qui étaient par contre des gens de compétences. Et je crois que c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Il faut avoir l'esprit du sport, mais c'est important aussi quelquefois d'apporter des méthodes et un regard qui soit... Et puis monsieur, je vais arrêter tout de suite, mais je voudrais juste raconter une anecdote aussi assez intéressante. Quand j'étais à la direction de Roland-Garros, on recrutait un jour sur un poste plutôt marketing. Et il y avait une fille absolument formidable, qui avait des motivations, etc. Elle avait un problème énorme. Elle n'avait jamais pratiqué de sport. Elle n'avait jamais travaillé dans le sport. Et pourtant, en tant que personnage, on sentait que c'était elle la meilleure. Et je lui dis, mais écoutez, mademoiselle, désolé, mais à la Fédération française de tennis, c'est quand même difficile d'engager quelqu'un qui n'a pas de compétences particulières. Elle dit, mais j'ai une compétence. Je lui dis, laquelle? Elle me dit, j'ai l'esprit sportif. Et je lui dis, mademoiselle, c'est quoi l'esprit sportif? Elle réfléchit quelques instants, soit elle avait préparé la réponse, et c'était intelligent de donner l'impression de réfléchir, soit elle a vraiment réfléchi. Et elle me dit, l'esprit sportif, c'est avoir la volonté du challenge dans le respect des règles. J'ai engagé cette fille, je ne l'ai jamais regretté. D'accord, donc je vous remercie pour votre contribution, qui était intéressante. Mais je dis tout ça parce que, il faut effectivement se rendre compte que le marché du sport est un tout petit marché. Et je suis beaucoup plus pessimiste que vous, madame, sur les métiers qui vont se créer. En revanche, des formations comme il y en a ici, sont des formations qui ouvrent non seulement sur le sport, mais quand on va parler des stades, il n'y a pas que le sport dans les stades aujourd'hui, on s'en rend compte. Ils ne pourraient pas vivre que dans le sport. Donc il y a l'entertainment, donc il y a plein de métiers. Et c'est vrai que des formations qui peuvent viser un métier dans le sport peuvent donner des ouvertures périphériques et qu'on revienne ensuite à la direction du PSG, de l'OM ou de l'OL. D'accord. La voie n'est pas toujours droite et il faut se dire que le marché est petit, mais que la formation ouvre des échéances formidables. Et c'est un petit peu d'optimisme que je voulais quand même donner là-dedans et qui me semble extrêmement important pour les étudiants. Si quelqu'un a une question, donc il lève la main et on lui apportera le micro. Moi, ça va être une question. Pour Raymond et Béatrice, c'est par rapport à la place de la femme, justement. Moi, j'ai entraîné 3 ans dans le foot à Paris, dans un club qui est dans le 15e. Et justement, dans les équipes féminines, c'était tout le temps des hommes qui entraînaient. Et j'aurais aimé savoir, vous pensez que l'exemple, il va venir d'où? Ça va être du monde professionnel ou du monde amateur que la démocratisation de la place de la femme dans le sport va évoluer? Des deux, ça viendra à la fois d'en haut du monde professionnel et d'en bas, parce que comme le disait Vincent, ça se prépare tout ça. Et d'ailleurs, Raymond aussi le disait, ça se prépare. Donc effectivement, on ne va pas lâcher une femme comme ça, entraîneur dans le secteur professionnel, par exemple. Ça se prépare. Il faut préparer, il faut faire du mentoring. Voilà, Donc je pense que l'exemple viendra bien sûr d'abord peut-être par le haut, mais ça se prépare déjà par le bas.
Il y a une autre question sur la droite. Oui, moi c'était plus pour savoir si le problème dans le monde du sport, on ne privilégiait pas les réseaux aux compétences et aux formations, notamment dans certaines fédérations. Vous l'adressez à qui la question? À vous tous, à ceux qui ont travaillé dans le monde du sport. Mais dans tous les métiers. Je pense que partout, je veux dire, d'ailleurs, dans toutes les formations, je sais que nous, pour les formations d'entraîneurs, on a un volet, apprenez à faire un réseau. Travaillez sur votre réseau, sinon vous n'aurez aucune chance. Il n'y a plus personne qui peut travailler comme ça, tout seul, tranquille, en arrivant, débarquant, c'est moi, youpi, prenez-moi. Il faut autre chose, il faut les compétences, j'y reviens toujours, mais après il faut de vrais liens, de réseau. Mais de réseau parce que qui est lié aux compétences. Vous, je pense que votre réseau, c'est pas de ça dont vous parlez, c'est du copinage. Il faut être, voilà, c'est du cooptage, du copinage, c'est pas tout à fait ça. Ça existe aussi, hein, vous savez, les fédérations, quand on parlait tout à l'heure de la féminisation, il n'y en a pas, il a fallu qu'une loi impose une femme dans les comités directeurs pour qu'il y ait une qui puisse rentrer à la Fédération française. Sinon, il n'y en avait pas. C'est la loi qui l'a fait. Ils se votent, le cooptage se fait entre eux. Donc le réseau est nécessaire. Mais le vrai réseau sur vos compétences, sur les écoles. On en voit toutes les anciennes écoles. Il y en a une qui dans le métier du sport, travaille beaucoup parce qu'elle était la première, c'est celle de Limoges, qui depuis longtemps a du monde de partout. Je ne sais pas s'il y en a pas. Il y en a certainement qui y sont passés, qui ont fait une formation là-bas. Et comme ils étaient les premiers, ils sont implantés de partout. Et quand vous avez une offre d'emploi qui se libère quelque part, il y a quelqu'un du CES, CDES de Limoges qui envoie un mail circulaire à tous les anciens de la maison pour dire il y a un poste par là, vas-y, prépare-toi. C'est ça le réseau. Mais ça existe pour moi de partout. Oui, je compléterai en disant que dans le monde des médias, ça se passe exactement comme ça. Vous trouverez très rarement d'annonces dans les journaux ou sur Internet pour recruter un reporter ou un maquettiste ou un rédacteur en chef. Les entraîneurs non plus. Hein. Il n'y a pas de petites annonces pour chercher un entraîneur. Vous pouvez regarder. Hein. Ça n'existe pas. Pour les virer, des fois, oui. D'autres questions ? Bonsoir tout le monde, donc Swan Quadui, moi je suis un ancien diplômé d'Audencia, ça fait à peu près 10 ans. Je crois qu'il y a un truc qui est important aujourd'hui, et c'est vrai même parmi les populations de diplômés, etc., c'est le manque de sens dans les activités professionnelles. Quand on fait le bilan après quelques années, après être entré dans la vie active, etc., on a beaucoup de gens finalement qui se posent à nouveau cette question-là de pourquoi j'ai commencé par là et où j'en suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on se repose cette question et on se demande finalement est-ce qu'il y a des passerelles, est-ce que c'est le moment de changer de voie ou pas, et les métiers autour du sport véhiculent sûrement cet attrait qui peut vous redonner un second souffle, qui peut régénérer un peu cette motivation. Par contre, il y a la question de l'accès. Donc la question elle est plutôt pour soit effectivement les personnes qui travaillent dans des conseils, cabinets de conseil dans le sport ou alors dans la partie ressources humaines. Est-ce que vous avez des exemples de vraiment passerelles basées sur ces problématiques-là finalement après quelques années de travail, donc des gens qui viennent avec une certaine compétence et qui quelque part ont envie de transposer ces compétences dans le domaine du sport, et du coup quels sont les métiers, quelles sont les filières spécifiques qui fonctionnent. Et la deuxième question, elle est liée aussi à ce que tu disais. C'est vrai qu'il n'y a pas d'annonce dans le sport. On est souvent souvent ça fonctionne en silo, on est dans des vases clos. Du coup, l'accès, quand on vient de l'extérieur d'entreprises lambda, il est pas évident à trouver. On est presque dans un jeu où il faut trouver des brèches ou des failles dans un mur. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Bien. Si je commence. Vas-y. Moi, j'ai monté le département sport en 2001 au sein du cabinet. J'ai eu la chance d'avoir un président qui m'a laissé faire. On a beaucoup discuté. Je pensais que pour monter une équipe de conseil en management du sport au sein d'un cabinet de conseil, il fallait forcément avoir des experts du sport. Il m'a dit, tu te trompes, mais vas-y. J'ai recruté au sein de 3e cycle en management du sport. Je ne me suis pas trompé, ça fait de très bons consultants. Et après, j'ai aussi recruté des
des consultants qui étaient passionnés par le sport. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, à partir du moment où ils avaient la trousse à outils du consultant, s'ils avaient les compétences du consultant, et s'ils avaient l'envie d'apprendre, on pouvait réaliser un transfert de compétences et ça devenait de très bons consultants dans le management du sport. Donc la réponse est oui, ce type de formation peut permettre de s'orienter vers ces métiers-là, du moins je parle au niveau du mien. Et puis tu peux très bien l'aborder de façon oblique ou parallèle par la suite. En revanche, le vrai problème, c'est... On parlait tout à l'heure d'un facteur chance dans une carrière. Là, ça va être pareil. C'est-à-dire que quand il y en a 20 qui rentrent dans ce centre de formation, qu'il y en a un qui sort, moi, sincèrement, je reçois une centaine de CV par an. Donc, dans la centaine, il y en a forcément des bons, hein, mais on n'a pas la place pour les recruter. Donc après, certains vont arriver au bon moment, au moment où une place se libère. Alors, effectivement, pour moi, un des sujets qui est évoqué juste avant, c'est que le sport est passé, à mon avis, jusque dans les années 80-90, dans une approche qui était clanique, à une approche qui est de réseau. Et la différence entre, pour moi, le clan et le réseau, c'est effectivement le sujet de compétences. Quand les enjeux s'élèvent en termes de millions d'euros, on est obligé de s'éloigner du clan et on va aller chercher la compétence. Donc on peut se rassurer par rapport à ça. Il vous faut tous être dans les bons réseaux, mais surtout être compétents, parce qu'à un moment donné, vous pouvez croiser la chance. À vous, après, d'être bon au moment où vous allez la croiser. Le vrai sujet, c'est celui-là. Mais il n'est pas vrai que dans le sport, à mon avis. Oui, pour la deuxième question. Moi, je suis tout à fait d'accord. Pour compléter un petit peu ce qui a été dit, il s'avère qu'en France, aujourd'hui, les petites annonces, ou annonces plutôt en règle générale d'emploi, c'est 15 à 20% des emplois réels existants. Donc le reste n'est pas publié, n'est pas visible, va être réservé d'abord en interne ou va être par de la cooptation ou ce qu'on va appeler du réseautage. Donc il n'y a malheureusement pas de formule miracle concrètement pour se faire connaître. Ça va passer par effectivement essayer de participer à des événements, essayer de s'intégrer dans, encore une fois j'y reviens, mais ces idées de réseau. Il y a des outils assez intéressants aujourd'hui comme Viadeo ou LinkedIn qui permettent d'approfondir un peu, mais je dirais que ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas tout. Donc il faut réussir à se faire connaître d'une manière ou d'une autre. L'idée, on y revient aussi par rapport à ce qui a pu être dit, c'est que malheureusement le facteur chance, tomber au bon endroit au bon moment, va être très important, et ça c'est inquantifiable, inqualifiable entre guillemets. Donc il n'y a pas de formule miracle pour être très pragmatique et répondre à ça, mais ça passe par, je pense, se faire connaître. Ça peut passer par un stage, ça peut passer par le fait de multiplier ses contacts et ses relations, participer à des événements comme celui-ci ou d'autres, pour élargir son réseau de connaissances de manière à ce qu'effectivement on soit d'une manière ou d'une autre informé ou au courant de l'actualité, de l'activité au sein des organismes entreprises qu'on a pu cibler. On peut aussi se faire repérer par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des blogs. Je sais que Canal+ a repéré ainsi un jeune blogueur et lui a proposé de venir effectuer quelques piges à Canal+. Si permettez-moi de parler de l'engagement bénévole et associatif. Je me rappelle avoir fait une enquête avec un collègue pour le Haut Commissariat à la jeunesse. C'était sur l'engagement associatif des étudiants pour voir s'il y avait un lien avec l'insertion professionnelle, mais de longue durée, hein, sur l'employabilité tout au long de la vie et pas seulement pour la primo-insertion professionnelle. Et on a constaté, donc il y a eu des tests quantitatifs et puis après des enquêtes qualitatives, on a constaté que des étudiants qui avaient un engagement associatif lors de leurs études, ça les avait beaucoup aidés à la fois pour leur première insertion professionnelle, mais ensuite tout au long de leur carrière. Et parmi ces engagements associatifs, il y a 3 types d'engagements qu'on avait testés. C'était la Croix-Rouge, le Secours pas la Croix-Rouge, le Croix-Rouge, pardon, les scouts et le CNOSF, donc l'engagement sportif. Et parmi ces 3 engagements, à votre avis, quel était celui qui était le plus rentable en termes d'employabilité? Pour employer ce mot que je ne trouve pas joli non plus, c'est bien entendu l'engagement associatif sportif. Et vous avez la chance, on a la chance dans le sport d'avoir justement pas mal d'événements qui vous permettent aussi de créer votre réseau, de faire des rencontres, de vous faire remarquer.
si vous faites bien votre travail de bénévole, parce qu'on donne aussi des responsabilités. Je pense à la Coupe du Monde, là, on donne aussi des responsabilités aux bénévoles. Et puis la deuxième chose, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur, en tout cas dans le secteur professionnel, le sport professionnel va plus vers une économie du divertissement, va sortir du sport d'ailleurs pour devenir autre chose que du sport au sens originel du terme. On est dans une économie du ludique, du divertissement, et les qualités, la preuve, c'est que quand on va à des conférences ou à des formations sur les stadium managers, etc., qui on nous présente, c'est souvent des managers de Disney, etc. Donc là, on n'est plus du tout dans le sport, mais on va chercher des compétences ailleurs dont on aura besoin dans le secteur sportif. Donc ça marche dans les deux sens. Hein. Ça veut dire que ceux qui aujourd'hui acquièrent une formation pour acquérir une certaine compétence dans le milieu sportif, notamment dans le sport professionnel, l'entertainment, etc., ce sont des compétences qu'on peut facilement transférer dans d'autres secteurs économiques, comme celui de la culture, du divertissement, etc. Merci Béatrice. On a une autre question. Oui, bonsoir. En fait, moi j'avais une question vraiment. Sur le débat, vous avez scindé les deux métiers du sport en gros en les métiers techniques. Et quand vous parlez de blog, pour moi c'est aussi un métier technique chez Canal+. Et l'aspect un peu plus support, qui est peut-être plus à même de répondre à des étudiants qui sortent d'écoles de commerce comme ici. La notion de l'accès à l'emploi. Et quand vous parliez, Maël, de facteur chance, d'être au bon endroit au bon moment, justement, moi je me posais la question, est-ce que vous allez privilégier ou est-ce que, en fait, dans les faits, c'est pas plus facile d'être sportif comme je crois était Kevin et après faire une formation dans le management plutôt que de sortir d'une école directement de management, et on est bien conscient que toutes les personnes qui veulent travailler dans le sport aiment le sport, ont l'esprit d'équipe, etc. Est-ce que c'est pas plus facile? Est-ce que vous privilégiez pas, je sais pas, en termes de compétences ou en termes de représentativité, ce type de profil? Alors, moi personnellement, je privilégie pas forcément, l'industrie, vu que je m'adapte aux contraintes de mes clients. Mais en l'occurrence, le fait d'avoir un passé sportif, ça implique effectivement des valeurs. Je suis assez attaché à cette notion de valeur. Ça implique des valeurs qu'on va retranscrire au niveau de l'entreprise après, qui sont un plus et un bonus, clairement, aujourd'hui, par rapport à deux candidatures équivalentes. Après, le monde sportif, au sens large, est un monde relativement restreint, donc tout le monde ne trouvera pas forcément sa place. Je ne veux pas vous décourager, loin de là, mais voilà, tout le monde ne trouvera pas sa place au sein du PSG ou de l'équipe ou de Canal+. Malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, non, je pense que c'est vraiment, et le mot a été utilisé à maintes reprises, mais j'y reviens, c'est la notion de compétence qui fera la différence, qui permettra, sur une compétence recherchée, si la compétence a déjà été avérée lors d'une expérience précédente, c'est ce qui fera la différence, clairement. Si en plus il y a des valeurs parallèles comme l'engagement associatif ou sportif ou l'expérience sportive, effectivement c'est un plus non négligeable. Pour amener cette notion de valeur, de compétence, il faut quand même avoir une certaine visibilité. Est-ce que c'est pas bien sûr. Non, je comprends la question. Je ne pense pas que ce soit un frein. Je pense pas que ce soit un frein. Après, ça va dépendre vraiment de l'exigence de la société. Alors, quand je dis société, c'est au sens très large, de l'organisme, de l'entreprise, sur ce qu'il va vraiment rechercher et cibler chez ses futurs candidats. En France, on a une tendance quand même assez forte au clonage, c'est-à-dire qu'on va chercher des profils identiques où un manager va chercher lui, il y a 5 ans, de manière à être sûr et de se rassurer en termes de compétences. Maintenant, voilà, c'est très franco-français. Donc c'est pour ça que je parle pas du facteur chance, mais bon endroit, bon moment. C'est-à-dire que si votre CV correspond à la formation de votre manager il y a 5 ans, oui, ça va très bien se passer. Juste une remarque. Si vous postulez au même poste que Kevin au Stade Français, vous êtes mort. Hein. C'est même pas la peine de rêver, n'y allez pas. C'est le réseau. On revient au réseau hein, tout à l'heure. Moi, je crois que c'est ça. On est dedans. Vous aurez plus de chances que celui qui vient de l'extérieur et qui n'est pas dans le sport. C'est une évidence, mais je suis d'accord aussi. Toutes les occupations bénévoles pour se montrer dans les associations, ça fait partie des réseaux. On ne recrute pas, mais ça peut aider. Voilà, s'il y en a qui veulent y aller, ça peut aider. Il y a beaucoup de clubs qui en cherchent des compétences, justement, et vous pouvez prouver vos compétences petit à petit. C'est important.
Une dernière question, puis après je proposerai à ceux qui le souhaitent de poursuivre la conversation avec nos invités de manière décontractée à l'occasion d'un cocktail. Bonjour, Nes Benamran. Alors j'ai lancé un site web autour du sport. Et d'ailleurs nous on recrute si jamais ça vous intéresse, hommes ou femmes. Alors comment stagiaire. Comment on cherche des stagiaires. Voilà, alors ma question, moi, elle est plus pour Béatrice et pour Vincent. Nous, donc, pendant qu'on fait, en faisant ce site, on a à faire beaucoup de partenariats, typiquement avec des fédérations, avec des clubs et aussi avec des médias. Et ce qu'on constate, c'est que les fédérations et les clubs sont des instances extrêmement lentes à prendre des décisions. Ça doit toujours passer par beaucoup de comités, par beaucoup de choses. Ma question, c'est un peu de savoir... est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de mouvement de professionnalisation de ces instances et combien de temps vous pensez que ça va prendre? Alors, il y a quelqu'un de la Fédération française de handball ici ou pas? Je peux y aller? Bon, moi, c'est pas très longtemps que j'y suis, mais ça fait qu'un mois. Le peu que j'ai vu, en effet, je le confirme. Ce sont des structures. Les structures, vous parlez de clubs, mais c'est des clubs associatifs, je pense, ce dont vous parlez. Les deux. Les deux clubs associatifs et pro. Parce qu'en général, un club est une petite PME et il est plus réactif qu'une fédération. Mais pour les fédérations, toutes les structures à deux types associatifs, à partir du moment où ce sont ces structures dites démocratiques, donc effectivement, il faut passer par certaines étapes. Et donc, on ne peut pas prendre les décisions comme ça, comme dans une entreprise privée, et puis hop, c'est parti. Non, les étapes par lesquelles il faut passer. Donc, il y a peut-être quelque chose à penser sur l'évolution des structures, notamment associatives. Et là, on pose la question de la gouvernance du sport, donc on va dans un autre débat qui demanderait des heures. Oui, je vous rejoins, bien sûr que les fédérations vont être obligées de se professionnaliser. Je parlais de la Fédération française de handball que je découvre depuis un mois, même si je la connaissais un peu, mais là de l'intérieur, elle a plutôt intérêt à se professionnaliser, parce que sinon elle va droit dans le mur. Ça, c'est une certitude pour moi. Donc oui, toutes les fédérations vont être obligées à terme. Alors combien de temps, ça, je ne suis pas devin. Ça prendra beaucoup d'années. Ça, c'est une certitude. Mais en même temps, j'ai le sentiment quand même, c'est un sentiment là personnel, qu'avec la venue de certains jeunes, comme tous ceux qui sont formés de plus en plus, qui intègrent ici et là, eh ben, c'est aussi des nouveaux recrutements qui apportent de l'air frais et qui nous obligent quelque part à aller un peu plus vite dans le processus de professionnalisation. Donc moi, par nature, excusez-moi monsieur, je suis optimiste. Donc là aussi, je suis optimiste. Je veux dire, vous savez, on est dans un système concurrentiel. Hein. Moi, quand j'entends que la Fédération française de basketball passe au-dessus de 500 000, gagne le titre européen, ça ne me fait pas tellement plaisir, même si je suis content pour le sport français. Mais je sais que du coup, ça peut faire de l'ombre un peu au handball. Donc on est, nous aussi, dans un système concurrentiel. Et donc, on n'a pas intérêt à prendre trop de retard par rapport aux autres fédés, par rapport aux autres clubs, par rapport aux disciplines, etc. etc. Donc je pense que la professionnalisation va s'accélérer obligatoirement. Je ne vois pas comment on peut faire autrement, ou alors on va droit dans le mur. Merci Béatrice. Vincent, une dernière partie de réponse. Je vais faire vite parce qu'il y a le cocktail juste derrière. Donc oui, effectivement, le sujet de la professionnalisation, le sujet de la gouvernance, c'est un sujet c'est le sujet majeur par rapport à cela. Encore une fois, les enjeux étant de plus en plus importants, le rapport entre l'élu et le salarié qui peut être recruté pour sa compétence, alors que l'élu, il est pas recruté, il est élu par définition, et le fond de la question. Donc, certaines fédérations ont engagé le mouvement. De toute façon, elles sont obligées de le faire, de par les enjeux économiques, de par les évolutions technologiques. Donc, oui, je vais être optimiste aussi par raison et par nature. Avant de vous remercier, merci Vincent, avant de vous remercier pour votre attention et la pertinence de vos interventions, je voudrais inviter M. Abdelaïssou et M. Franck Vidal de venir proposer un mot de conclusion. Tout d'abord, et ce n'est pas une plaisanterie, je vais la laisser à Nicolas Lepercq. Si quelqu'un veut aller voir PSG Saint-Etienne en tribune Borelli, j'ai une place. Et donc, je ne me vois pas aller la vendre au Black à la sortie du stade. Donc, je la laisse à Nicolas Lepercq. Si quelqu'un n'a rien à faire et s'ennuie, il verra normalement un bon spectacle. Alors, écoutez, monsieur le directeur, si on avait un doute sur la pertinence de ce partenariat, il est levé. Merci infiniment à toutes et tous de la qualité des échanges et qui est vraiment à la confiance de ce qu'on souhaite faire.
un débat interactif autour de la gestion des ressources humaines. Je voudrais juste insister parce que Randstad, notre marque de fabrique, c'est l'égalité femmes-hommes. J'étais honnêtement un peu désolé de certains échanges. Je considère effectivement, comme un collègue, qu'une femme peut parfaitement arbitrer un match de football. Au moment où on s'aperçoit que le fait qu'il y ait davantage de femmes dans les équipes managériales, le fait de mettre davantage de diversité, il est aussi important, même s'il y a beaucoup d'hommes ici, quelques femmes, que vous soyez manager femme ou homme, cette question de l'égalité femmes-hommes est une question majeure et qui détermine si on est un manager ou une manager du XXIe siècle ou du XXe siècle. Et je pense que le fait d'avoir posé cette question est un élément important. Pour le reste, bravo à la salle et à la tribune d'avoir eu du talent. Merci Abdelaïssou. À mon tour de vous remercier pour votre attention très attentive. Je n'ai rien à vous offrir, aucune place, simplement à vous inviter au cocktail et puis à continuer les échanges avec nos participants. Bonne soirée à chacune et à chacun. Merci.